le programme, d'abord, effectivement, par Charlotte Michon, qui va commencer par réintroduire l'association Entreprise pour les droits de l'homme pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Charlotte présentera le bilan de cette première année sur l'articulation entre la CSRD et les plans de vigilance. Nous aurons ensuite une intervention assez rapide sur l'omnibus pour savoir où nous en sommes, tant sur la révision des ESRS que sur la public consultation en cours lancée par l'EFRAG jusqu'à fin septembre. Et pour ce faire, nous recevrons donc Ruben Zandviest qui viendra présenter en anglais l'actualité autour de cette consultation publique. Ensuite, nous aurons un point sur les actualités autour des contentieux actuellement en France liés au devoir de vigilance, qui sera également présenté par Charlotte. Puis nous aurons une intervention donc, de Laurence Thierry qui reviendra sur l'arrêt justement La Poste du mois de juin. Ensuite, à 11h20, nous parlerons du règlement déforestation. Nous referons une présentation de ce qu'est le règlement de déforestation ainsi que la notion de diligence raisonnée. Et puis, nous aurons une intervention donc, de Cathy Dufour qui viendra présenter des recommandations assez pratiques sur la préparation pour la mise en conformité. Et bien sûr, vous aurez à différents moments des temps de questions-réponses, donc vraiment sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vais passer tout de suite la main à Charlotte et je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Pour rappel, nous sommes sur un format webinaire. Vous avez donc la fonctionnalité chat où vous pouvez écrire, partager des bonnes pratiques, des ressources, des recommandations comme vous le souhaitez. Et je vous invite aussi à vous renommer sur votre fenêtre pour que nous puissions avoir votre prénom, votre nom et le nom de votre entreprise. Et je vous souhaite un bon webinaire. Je donne tout de suite donc la parole à Charlotte. Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Très bien. Alors, je vais partager. Euh, voilà. Ah, il y a des marqués, l'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants, mais je suis Oui, tu es panéliste, bien donc je panéliste. ne... Tout à fait. Alors là, normalement, ça devrait être sûr que ça fonctionne. Je t'ai donné une fonctionnalité encore plus plus. Super. Euh, alors, excuse-moi, mais je vais juste, je n'ai pas trop l'habitude, donc je partage mon écran. Hop, ça doit être celui-là. Est-ce que c'est bon de votre côté? Je vais le mettre en diapo, hein, mais juste Oui, pour on voit vérifier. bien de notre côté, tout est bon. Hop, et voilà. Et, ju- Merci pour les pouces. et pour répondre à une dernière question, je redis effectivement qu'il y aura bien un replay disponible et les slides à disposition. Alors, je ne vois plus le chat. Je te laisserai, Émine, faire le travail du chat. Euh, donc, on y va. Donc, sur l'association EDH, alors je pense qu'un certain nombre d'entre vous y est déjà, mais on va la représenter. Donc, l'objet de l'association EDH, donc Entreprise pour les droits de l'homme, c'est vraiment de regarder comment intégrer les droits humains dans les politiques et les pratiques de l'entreprise. Donc, elle date de 2006. La première initiative date de 2006. C'est formalisé en association en 2009 et on est une initiative multisectorielle d'entreprise. Je vais vous montrer les membres après. À ce jour, on est la seule association française d'entreprises spécialisée sur les droits humains. On travaille évidemment en collaboration, en partenariat avec les entreprises plus, entre guillemets, généralistes, comme le Global Compact et comme l'ORS. Et on insiste, on est une association de praticiens et non de lobbying. Et aujourd'hui, tous nos travaux sont tournés vraiment vers l'opérationnalisation des démarches de vigilance droits humains dans les entreprises. Alors, on est 30 membres, vous voyez, donc c'est quand même plutôt des grandes entreprises que vous connaissez. On est en multisectoriel, je l'ai déjà dit, ce qui permet finalement que chacun apporte sa valeur ajoutée sectorielle, mais ce qui limite au sens d'autres initiatives sur la mutualisation d'audits sur des sujets très particuliers, mais en même temps, ce n'est pas le sens de
EDH qui est un think tank. Et donc, on travaille par le biais de groupes de travail, beaucoup d'échanges de pratiques entre les membres. Et on a des outils de formation et de sensibilisation, notamment des journées de formation en présentiel, plutôt par métier. On en a une acheteur, on en a une plutôt auditeur, une RH, qui sont ouverts à l'ensemble de nos membres. Voilà. Et on est ouvert à d'autres adhésions. Voilà pour EDH. Donc maintenant, on va passer à la partie articulation CSRD et plan de vigilance. Puisque je sais que ça a été un sujet, en tout cas nous on en a beaucoup parlé au sein d'EDH, et j'imagine que vous aussi. Donc j'ai fait un peu en 2 fois, donc d'abord sur la forme, c'est-à-dire un peu l'articulation entre les différentes exigences de reporting, et après plus sur le fond, enfin évidemment tout est lié, sur la question de l'analyse de double matérialité et de la cartographie des risques vigilance, et si elles doivent et comment être mutualisées. Donc sur la forme du plan de vigilance, donc nous on a un prisme devoir de vigilance, hein, donc la loi française, je vous rappelle qu'il y a une obligation de faire, une obligation de mettre en œuvre de manière effective et d'établir un plan de vigilance, mais il y a aussi l'obligation de publier dans le rapport de gestion le plan de vigilance et le compte-rendu de sa mise en œuvre effective. Il a été rajouté via l'ordonnance de transposition de la CSRD, l'ordonnance française, que le plan de vigilance pouvait renvoyer aux informations en matière de durabilité, donc une possibilité de renvoi explicite. Sur les enjeux, sur la forme, il y a la question, je vais y revenir, de côté CSRD, de la vérification des informations qu'il y a dans le rapport de durabilité et le positionnement des commissaires aux comptes. Et je ne sais pas si on a je crois qu'on a des organismes CAC dans la salle, donc n'hésitez pas à intervenir. Et sur le côté vigilance de la forme, on a plutôt des questions liées à la lisibilité et l'opportunité et l'exposition au regard des parties prenantes et notamment des juges, puisqu'on va en reparler avec le contentieux La Poste. Aujourd'hui, dans un certain nombre de contentieux, vous êtes évalué, leur conformité à la loi est évaluée par rapport à ce qui est publié. Au sein de DH, on fait une étude sur les 53 plans de vigilance. On a fait une étude cette année, on l'a fait tous les ans, mais c'est réservé pour le moment aux membres. Et donc, c'est en gros les entreprises de CAC 40 et d'autres entreprises membres de DH, donc plutôt quand même des grosses entreprises où l'on s'attend à avoir des démarches plutôt matures par rapport à l'ensemble des plans de vigilance. Et donc, on a regardé cette année la question de l'articulation sur la forme entre devoir de vigilance et durabilité. Donc, ce que l'on peut vous dire, et je crois qu'il y a Valérie dans la salle qui pourra dire un mot après pour ADP. Il y a finalement très peu d'entreprises qui ont ce que j'appelle fusionné des informations, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé un chapitre isolé, ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas évidemment de devoir de vigilance, mais chapitre identifié tel quel sur le devoir de vigilance, comme c'était le cas au préalable. ADP, on va en reparler, j'ai fait un encadré, et puis si Valérie veut prendre la parole, évidemment. Il y a 2 entreprises qui ont utilisé le GovCat, donc il y a un indicateur des normes ESRS sur la diligence raisonnable, et qui l'ont utilisé comme chapitre plan de vigilance, donc au titre des informations de la loi. Et il y a une entreprise à ce jour qui n'a pas de chapitre identifié et il y a quelques références disséminées, mais parce que elle a aussi ce qu'on appelle un plan de vigilance autonome par ailleurs, et donc renvoie vers son plan de vigilance autonome pour plus d'informations. Je rappelle que l'exigence légale de la loi française, c'est vraiment dans le rapport de gestion, et que même ceux qui ont des plans de vigilance autonomes, il est attendu une synthèse des plans et les différentes étapes des plans et la description des plans dans le rapport de gestion qui reste l'exigence légale. Hein. Et ensuite, donc ça, c'est ceux qui ont plus de chapitres vraiment identifiés de devoir de vigilance. Et ensuite, il y a 2 entreprises sur celles étudiées qui ont un chapitre effectivement plan de vigilance, mais que de quelques lignes ou un simple tableau de renvoi, je ne dis pas ça de manière péjorative, vers le rapport de durabilité, comme c'est permis, encore une fois, par la loi. Ça veut dire que toutes les autres ont fait comme l'année dernière. Donc des chapitres identifiés, plus ou moins longs dans les plans de vigilance, dans les rapports de gestion, souvent dans le chapitre rapport de durabilité, mais pas que, et qui n'ont pas modifié la structure, la forme du plan de vigilance par rapport à l'année dernière. Valérie, je ne sais pas si tu es là, donc c'était pour montrer l'exemple, et je sais que vous avez eu beaucoup de discussions en interne, notamment avec les CAC, sur cette question de la fusion du rapport de durabilité et du plan de vigilance. Donc c'est ADP.
Bah, Alors Valérie, Valérie est je ne sais pas présente, si donc tu la vois, Evelyne. ouais, je vais lui donner la main pour pouvoir parler. Donc voilà, Valérie, normalement, si tu peux nous rejoindre. Donc Valérie, je vais te laisser te présenter et présenter effectivement quelle est la démarche que vous avez fait au sein du groupe ADP. Oui, bonjour, est-ce qu'on m'entend? On t'entend bien. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Alors, nous, quand on s'est mis sur la préparation du rapport de durabilité, on a tout de suite, dès le début, on avait vu la convergence entre CSRD et CS3D ou devoir de vigilance au sens large, et on s'est dit, ce sont les mêmes personnes qui font déjà aujourd'hui les exercices sur ces différents enjeux. On a plusieurs intérêts à essayer de pousser pour qu'on rationalise notre reporting, parce qu'en fait, l'exercice, c'était un exercice déjà assez, on va dire, qui demande beaucoup de temps. Et on voulait d'abord se concentrer sur l'action plutôt que sur le reporting uniquement. Donc, on a pris le pli que dès le début, on allait s'attaquer à la fusion, on va dire, même si finalement, on a pris quand même le format du le rapport de durabilité en priorité. Au début, il a fallu batailler un peu en interne parce qu'il a fallu convaincre de la pertinence. Une fois qu'on avait pris la décision, donc on a plutôt bataillé avec les CAC sur la pertinence de la démarche. Mais voilà, on a tenu sur ce point-là. C'est un exercice qui est pas facile, qui est perfectible largement, puisque la première année, en plus, on a voulu aussi faire comme la plupart, c'est-à-dire suivre les data points par data point. Le but, c'était vraiment de respecter le cadre contraint de la CSRD, puisque derrière, il devait y avoir une certification par des CAC, à l'inverse du plan de vigilance qui, lui, avait un format un peu moins contraint dans le reporting. Et donc, il a fallu aussi repenser la gouvernance, qu'on n'a pas complètement définie aujourd'hui en fusionnant ces deux exercices-là, mais essayer du coup d'embarquer davantage, ça a au moins eu le mérite d'embarquer davantage des personnes qui n'étaient pas forcément acteurs premiers du plan de vigilance, mais qui contribuaient quand même aux enjeux de la vigilance. Et du coup, sur cette démarche commune, rapport de durabilité et plan de vigilance, on a aussi eu le bénéfice qui est celui-ci, c'est que finalement la vigilance maintenant fait partie intégrante de l'exercice de reporting et du coup implique des réflexions sur la stratégie globale du groupe. Parce que c'était aussi ça, se concentrer davantage sur la stratégie que sur le reporting en lui-même. Le reporting ne sert que finalement la stratégie. Et cette année, on est sur un format peut-être un peu plus justement avec l'allègement des contraintes de publication. On est sur un exercice où on repense, on se recentre davantage sur la stratégie, le discours, le récit stratégique, et ensuite les actions qui le servent. Donc je ne sais pas je sais pas ce que ça va donner cette année, mais logiquement on devrait être sur un exercice un peu plus confortable. Voilà, globalement, la difficulté, ça a été aussi d'expliquer un peu l'articulation entre les cartographies des risques. Pourquoi est-ce qu'on avait des cartographies des risques vigilance, comment ça s'impliquait dans l'exercice IRO, donc impact, risque et opportunité. Une fois que c'était un peu clair, plus clair pour tout le monde, le fait que les risques d'impact négatif, c'était en fait l'équivalent du devoir de vigilance, enfin en tout cas des exercices de cartographie des risques vigilance. Ça a rendu l'exercice un peu plus simple en termes de pédagogie. Après, forcément, comme on a le filtre impact, risque et opportunité, surtout le filtre opportunité et la double matérialité, on se retrouve parfois avec un décalage entre nos enjeux vigilance et nos enjeux durabilité. Donc, mais ça s'estompe au fur et à mesure, puisqu'aujourd'hui, on a, si on prend la différence, on a la pollution des sols et l'économie circulaire en enjeux non matériels, mais ce sont quand même des enjeux spécifiques pour nous en termes de vigilance. Et on a la qualité de vie et les conditions de travail côté social. Et bien sûr, il y a les démarches transverses sur les droits humains, sur les achats responsables. Et Valérie, comment est-ce que sur ces sujets justement qui sont un peu différents entre la CSRD et enfin la matérialité de la CSRD et la vigilance, comment est-ce que vous avez décidé de les traiter? C'est-à-dire, est-ce que vous avez, voilà, vous continuez bien d'adresser ces sujets côté Oui, vigilance? oui, on maintient le cap.
Justement, ça nous oblige à réfléchir un peu plus global, là où finalement, initialement, le devoir de vigilance était plutôt porté par un petit groupe de, de référents. Maintenant, on est vraiment sur une stratégie plus globale. Donc, on ne voit que les bénéfices de l'exercice. Merci beaucoup Valérie pour ce témoignage. Et Charlotte, je vais te laisser continuer sur peut-être Oui. les recommandations aussi après ces premiers éléments de bilan. Oui, oui. Alors attends, j'ai pas fini le bilan. Je réponds juste à Christine. L'obligation Oui. de vigilance dans le rapport de gestion, elle est obligatoire pour les entreprises soumises à la loi, donc plus de 5 000 salariés en France et 10 000 salariés en France à l'étranger. Et j'attire votre attention pour ceux qui n'ont pas des rapports de gestion publics ou déposés à l'AMF, que dans la loi, il y a marqué inclus dans le rapport de gestion et rendu public, ce qui laisse à penser qu'il y a peut-être un effort de publication à faire pour ceux qui n'ont pas les rapports de gestion publics accessibles facilement. Sur les CAC, donc, puisque ça a été des questions, enfin moi je sais que ça a été des questions, donc il y a eu une FAQ publiée par la CNCC, dans la Commission nationale Charlotte, commissaire juste aux comptes. on voit plus ton écran si Pardon. jamais. Ouais. Ah. Je pense que c'est au moment de la prise de parole, ça a enlevé l'écran, mais tu peux Alors, repartir. pardon, je repartage. Écran 2. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Merci. C'est bon. Donc, il y a eu une FAQ qui est sortie et qui a été rendue publique, me souviens, j'ai trouvé sur Internet, donc sur quelle doit être l'attitude des commissaires aux comptes en charge de la certification lorsque l'état de durabilité préparé par l'entité intègre de nombreuses informations en lien avec les obligations du devoir de vigilance. Donc, je pense qu'on pourra vous l'envoyer puisque c'est des informations publiques. Je vous ai mis les points essentiels. Donc, c'est rappeler qu'il y a effectivement le GOV4 dont j'ai parlé, qui demande à la présentation des éléments essentiels de la vigilance raisonnable, mais par rapport aux éléments des normes ESRS. Donc, il y a un lien qui doit être fait avec les ESRS et qui ne demande pas à ce stade l'intégration de l'ensemble des informations du plan de vigilance dans l'état de durabilité. Il y a évidemment la reconnaissance de liens étroits, et Valérie l'a dit, et que c'est normal, je cite, cohérent que les sujets identifiés au titre de devoir de vigilance soient pris en compte dans le cadre de l'analyse de double matérialité. S'il y a des informations, et c'est ce qu'a fait ADP, hein, tu n'as pas mentionné les pictos, mais je les avais mis à l'écran, autres que celles spécifiquement requises par les normes RSRS, il y a des critères à respecter dans le rapport de durabilité concernant les renvois. Alors, c'est un chapitre de l'ECS1 et notamment le fait que ça soit indiqué que ce soit un renvoi vers d'autres actes législatifs. Et il y a la possibilité pour les commissaires aux comptes, dans leur avis, ce qu'ils font d'ailleurs, dans ce que j'ai vu dans le rapport de certification, que la mission d'assurance limitée ne porte pas sur le respect des dispositions législatives relatives au plan de vigilance. Et ça, je pense que c'est un sujet parce que je sais que vous avez eu des demandes de savoir ce qu'ils peuvent demander ou pas au titre du plan de vigilance. Donc, leur mission ne concerne pas le plan de vigilance, qu'il s'agisse des informations supplémentaires communiquées ou la mise en œuvre effective de ce plan de vigilance. Donc ça, c'est la position de la CNCC. Nous, on a eu... Ah oui, il rappelle aussi que ce soit pour les CAC financiers ou pour les CAC verts, qu'il y a de toute façon une exigence de cohérence des informations et de lecture d'ensemble. On a eu des échanges avec la CNCC en début de janvier, donc on les avait invités là, ils ne pouvaient pas, mais ils nous ont permis de donner un peu l'état des échanges et qui sont bien évidemment conformes avec ce positionnement des CAC. Donc ça, c'est par rapport toujours à la forme. Je ne sais pas si vous avez des questions. Et maintenant, si on regarde sur le fond, donc la question que Valérie a soulevée aussi, c'est quels sont les liens entre cartographie des risques d'atteinte grave au titre du devoir de vigilance et l'analyse de double matérialité, étant entendu qu'on ne parle ici que des impacts matériels négatifs. Sur les pratiques des entreprises, toujours notre étude, et sur les mentions explicites entre articulation des cartographies des risques et matérialisation des impacts. Donc, il y a une entreprise qui part du DDV pour aller sur la CSRD et donc qui plug, si je puis dire, l'exercice de cartographie des risques vigilance pour considérer les impacts matériels négatifs. Mais il y a vraiment ce schéma de dire, on part de vigilance et on le met dans CSRD. Ensuite, il y a 5 entreprises qui font le lien, et là, c'est plutôt comme l'exercice de CSRD a été fait après,
avec les risques DDV, donc c'est les risques d'atteinte grave qui sont revus, de devoir de vigilance, qui sont revus via l'exercice de matérialité. Donc il y a 2 entreprises qui font vraiment une stricte correspondance. Il y en a 2 autres qui font le lien, mais qui rajoutent, comme l'a fait ADP, comme l'a mentionné Valérie, des risques DDV qui n'étaient pas qui ne ressortent pas de l'exercice de matérialité, mais qui étaient l'année dernière conservés, et 2 autres entreprises qui le font sur la partie environnement, parce que j'imagine qu'ils avaient déjà, enfin je sais, des exercices spécifiques d'identification des risques droits humains ou d'identification des risques achats. Pour toutes les autres entreprises, il y a évidemment des mentions de l'analyse de matérialité dans les plans de vigilance, mais c'est plutôt dans l'idée de justifier le fait qu'il y a une granularité plus importante dans le devoir de vigilance, que ils sont alignés, qu'ils soient cohérents, que l'un peut alimenter l'autre, que l'exercice de matérialité a été confronté à l'exercice de cartographie des risques de vigilance, mais c'est plutôt pour justifier une articulation. Il n'y a pas eu d'exercice, on va dire, en commun. En tout cas, c'est pas compris tel quel. Et ensuite, moi, j'ai vu pour voir les plans de vigilance tous les ans que il y avait eu plus de mentions de la DMA dans les plans de vigilance en lien avec les dialogues parties prenantes et l'identification des parties prenantes, mais plutôt sur les parties prenantes de la matérialité qui sont pas tout à fait les mêmes que les parties prenantes de la vigilance. Sur les textes réglementaires, puisque je pense qu'il faut revenir là-dessus, et honnêtement, j'ai pas de solution. Enfin, moi, j'ai bien une position, mais on peut en parler. Donc, la CS3D conforte l'idée que ce sont les mêmes risques et que ce sont les mêmes choses à rendre compte, puisqu'elle prévoit, la CS3D, Directive européenne sur le devoir de vigilance, qui sera adoptée, qui a été adoptée, qui est amendée, mais qui va bien rentrer en vigueur un jour, que l'exercice de transparence de la vigilance dans la CS3D, les entreprises qui font leur rapport de durabilité soient exemptées de l'exercice de transparence de vigilance, qui laisse à penser qu'on attend les mêmes informations. Dans les normes SRS, et on va en reparler tout à l'heure, mais elles sont en train d'être révisées dans un souci de simplification. Donc là, j'ai pris les propositions d'amendement qui ne sont pas sur les sujets qui nous intéressent, contraires à ce qu'il y avait avant, mais qui en tout cas peuvent apporter certaines informations. Donc il est bien rappelé et il est bien précisé que c'est par rapport aux impacts négatifs matériels que les résultats les process de due diligence, et là c'est en référence principe directeur des Nations Unies, principe directeur de l'OCDE, n'oubliez pas que les normes SRS, elles sont pour tout le monde, et en réalité, il n'y a que la France et en partie l'Allemagne qui tient encore, qui a ce propre exercice de vigilance et de reporting au titre des obligations nationales. Hein. Donc, que les résultats doivent caractériser l'évaluation des impacts négatifs matériels, que la matérialité pour les impacts négatifs actuels et pour les impacts négatifs potentiels doivent être basés notamment sur la sévérité de l'impact. Et on va voir avec la décision La Poste, donc c'est les atteintes graves, que les juges se basent aussi dans l'interprétation de la loi française sur le devoir de vigilance sur cette notion de sévérité, qui est calculée par rapport à l'ampleur, à l'échelle et au caractère irrémédiable, et qui est aussi repris dans le total de la loi française. Donc là aussi, il y a quand même un lien. Il y a plus d'informations dans les nouvelles normes SRS, parce que je sais que c'était un sujet, cette question de consolidation, de granularité du risque, de l'impact entre vigilance et matérialité. C'était déjà permis par les normes SRS avant, mais là, c'est quand même beaucoup plus explicité et facilité sur la possibilité pour les entreprises de rendre compte de niveaux plus désagrégés, en l'occurrence, qui nous incohérence, donc de niveaux plus précis. Et donc, je vous ai mis un exemple qui là a été un ajout, que l'entreprise peut considérer désagréger les informations. Je suis désolée, c'est le copier-coller qui n'a pas reconnu les TI. Comme au niveau d'un site, d'un bassin d'eau, d'un écosystème local, quand les impacts matériels, les risques ou les opportunités sont très dépendants du contexte national. Donc ça aussi, ça peut envisager, ça peut permettre en tout cas d'aller plus loin dans des risques vigilance qui sont par nature plus précis, qui nécessitent de montrer des facteurs de risque, etc. Un truc sur lequel je sais que ça a aussi été des questions, et là c'est précisé par les normes telles que proposées, les nouvelles normes SRS, c'est sur la question du risque brut, risque net. Je caricature. Et là, il est mentionné que la prise en compte que les entreprises doivent, pour déterminer dans le temps, donc par rapport à un impact actuel, ils font la différence entre l'impact actuel et l'impact potentiel, les actions de maîtrise des risques doivent être utilisées, donc le net, on appelle le net, pour déterminer dans le temps la matérialité des impacts. Donc, en gros, si vous considérez que les nets suffisent, il y a un impact matériel existant brut,
mais que les actions qui ont été mises en place permettent de réduire le niveau de matérialité et donc l'absence au final de la matérialité, vous pouvez ne plus en parler. Alors pas la première année, ni peut-être la deuxième, mais enfin en tout cas, au bout d'un moment. En revanche, si c'est un risque tellement matériel que vous n'arrivez pas à le «maîtriser», entre guillemets, vous devez continuer à en parler. Donc ça pourrait laisser envisager peut-être une différence avec la vigilance, puisqu'on va aussi le voir avec la décision La Poste qui demande la mention et la hiérarchisation vraiment par rapport au brut et indépendamment et indistinctement des actions mises en place. Mais je rappelle quand même que là, on est dans un exercice de reporting. Donc, la question, c'est de savoir si vous devez reporter, si vous l'utilisez pour la matérialité, si c'est calculé par rapport à du brut net. Ça ne change absolument rien le fait que les risques de vigilance peuvent être utilisés pour qualifier le brut. Et après, vous pouvez vous intéresser dans le cadre de la matérialité au net, qui sont les actions de vigilance en fait, hein. Donc voilà où on en est. Je ne sais pas s'il y a des questions? Alors oui, parce qu'aujourd'hui, on a aussi, quelques ETI et PME qui sont, présentes et on te demandait Charlotte, justement, au regard de là, la cette première année, est-ce qu'il y a aussi des éléments de bilan sur comment est-ce que, ça se répercute sur les ETI et les PME, qui agissent en tant que fournisseurs, des grands groupes? Alors sur l'étude, des plans de vigilance des fournisseurs de cette année, non. Ah, par contre, on va en parler avec, les normes, avec la révision des normes, ESRS. ESRS et l'impact. Enfin, Alors, je bah, suis pas justement, sûre ça fera de une, bien comprendre, ta question, mais, oui, c'était pourriez-vous préciser comment cela sera transposé sur les ETI et les PME qui agissent en tant que fournisseurs d'accord. des premiers. Sur la vigilance, on va en parler après dans les Ouais. actualités, Et ben, européennes, justement, mais avant s'il de y a des faire questions. cette transition, est-ce qu'il y avait des questions sur, le bilan de cette première année, sur comment, les grands groupes ont articulé, CSRD et plan de vigilance? Là, je vous ai mis que ceux qui mentionnaient, évidemment, donc du coup, ça veut dire que la plupart des entreprises n'ont pas changé. Donc il y a eu un espèce quand même, la majorité des entreprises ont fait un statu quo sur comment, enfin, sont restés pour l'exercice de vigilance, de reporting, transparence sur ce qu'ils faisaient avant. Après, en interne, je sais, enfin, j'ai déjà entendu que souvent l'exercice de vigilance n'avait pas été utilisé pour alimenter, ou enfin, en tout cas que l'exercice de double matérialité avait été fait quand même plutôt en parallèle de l'exercice de vigilance, ce qui me semble compliqué, parce qu'avoir des incohérences, je pense que ce n'est pas du tout dans le sens des textes, que on milite pour la réduction des coûts, des charges et la simplification, et pour les entreprises qui ont déjà fait l'exercice, c'est quand même dommage de pas l'utiliser, même quitte à consolider, etc. Mais je crois vraiment que l'essence des textes réglementaires est de mutualiser et de considérer que les impacts matériels et négatifs graves sont les risques au sens du devoir de vigilance, ou les Alors, impacts il y a une négatifs. personne aussi qui a levé la main qui s'appelle NV8240. Donc si jamais vous à nouveau, vous Ouais. pouvez vous renommer avec, Bonjour le nom, NV prénom. 8240. Oui. L'exemption de l'exercice de vigilance s'applique pour les grandes entreprises. Donc ça, c'est par rapport à la communication, j'imagine, que j'ai cité. L'exemption pour les grandes entreprises, c'est quand la directive sur CS3D sera entrée en vigueur, et on va aussi le présenter après, donc dans 2 ans, 3 ans, et après la transposition française, qui permettra, enfin, de toute façon, c'est marqué dans la directive, et puis il y a peu quand même de marge d'appréciation, mais qui pourra dire que l'exercice de vigilance, de transparence de vigilance, n'est plus obligatoire pour les entreprises soumises à des exercices de transparence de durabilité. Claire, je pense qu'il y a aussi beaucoup de difficultés autour des notions de risque et IRO dans les exercices de carto DMA. Oui, alors on pourra aussi en reparler avec la Poste. Je ne sais pas si c'est à ça que tu fais référence, mais c'est vrai que la devoir de vigilance utilise la notion de risque, alors que ce sont des impacts en réalité, et c'est assez clair aussi dans la jurisprudence. Donc c'est les risques d'atteinte grave, et d'ailleurs certaines entreprises utilisent maintenant impact pour le sens de vigilance. Et donc peut-être que ça a apporté des confusions dans les notions. Voilà. Après, Merci beaucoup, j'ai aussi entendu dire que c'était, je vois pas qui fait les pouces, donc peut-être que c'est ça. merci beaucoup, Sur Charlotte. les Peut-être,
Justement, merci Sophie. Est-ce que ça peut être l'occasion voilà, de revenir justement sur Omnibus, où est-ce qu'on en est? Et éventuellement répondre aussi à la question sur ce que ça impliquerait sur les ETI, les PME. Et après, on passera aussi la parole à Ruben. Donc, je te laisse commencer, Charlotte. Très bien. Bon, contexte Omnibus, je pense que vous connaissez. Simplification, il y a un certain nombre de packages. Nous, on va s'intéresser sur le premier package qui a été publié en février 2025, qui revient notamment sur CSRD, CS3D, aussi sur taxonomie, aussi sur d'autres. Mais là, on se concentre sur CSRD, CS3D. Vous aurez les slides, donc je ne détaille pas. Et puis, vous le savez, en termes de calendrier provisionnel, là, on a eu la position de la Commission, enfin le projet de la Commission. On a eu la position du Conseil fin juin. On attend la position du Parlement mi-octobre. On attend après les discussions en trilogue et on estime une publication donc des changements sur le fond de la directive Omnibus, donc plutôt fin 2025, début 2026, et après les États auront 12 mois pour transposer. Donc, je vais revenir sur les enjeux sur le fond rapidement, juste pour vous dire que, compte tenu du fait qu'il va y avoir des modifications sur le fond, il y a déjà eu une directive dite Stop the Clock puisque les directives étaient déjà, directives CSRD en tout cas, étaient déjà en application et avaient déjà été appliquées par un certain nombre d'entreprises. Donc, pour un peu stopper les exigences nouvelles exigences de publication, en attendant de savoir exactement qui sera soumis et sous quel format et sous quelle forme. Donc, vous voyez à l'écran, que ce soit pour CSRD ou CS3D, donc il y a un décalage dans le temps de la publication. Donc, la vague 1, je vais y revenir juste après, mais c'était déjà acté. Donc, vous avez déjà dû publier celle de la vague 1. Donc, il y a eu quand même un acte délégué qui, lui, s'appelle Quick Fix, qui a été proposé par acte délégué. Donc, il n'y a pas besoin de discussion hein, dans les autres institutions, qui a été proposé le 11 juillet 2025. On attend la publication, c'est d'ici 2 mois, enfin c'est 2 mois après le temps que voir s'il y a des observations de la part du Conseil et du Parlement, donc ça devrait intervenir. Et puis, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'obligation d'observation. Mais donc, il y a un gel des obligations de la vague 1, c'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà fait l'exercice, les grandes entreprises, vous n'avez pas de choses supplémentaires à faire à ce jour, sachant que à la base, la CSRD prévoyait que vous alliez progressivement. Donc, il y a un gel des obligations dites de la vague 1 et il y a un report des obligations pour les vagues 2, 3 et 4 notamment, en attendant de savoir qui est soumis, puisque c'est un des enjeux, le seuil d'application, je vais y revenir. CS3D, ce n'était pas appliqué, ça n'avait pas été transposé, mais de fait, il y a un recul de 2 ans avec des questions de seuil que vous voyez à l'écran. Il y avait déjà ces questions de seuil, mais donc il y a un recul de 2 ans dans l'application minimale, puisque je crois qu'au niveau du Parlement, ils réfléchissent à imposer encore plus un délai d'application. Sur la CS3D. Sur la Stop the Clock, elle a été, puisqu'il faut que les directives soient transposées en droit national, elle a déjà été transposée même très rapidement à travers la loi dite du 5 du 30 avril. Donc, c'est applicable en France, il n'y a pas de souci. Trilogue, c'est les 3 institutions européennes, Commission, Parlement et Conseil européen, qui, comme ils n'ont pas fait les mêmes propositions, se rassemblent et essayent d'arriver à un consensus. C'est ça que s'appelle les négociations en trilogue par rapport aux 3 institutions européennes. Voilà, donc pour les directives, les PME, donc, puisque c'était une question qui n'était pas soumise ou qui vous devait arriver dans la vague 3, ou les entreprises qui n'étaient pas encore dans la vague 1 et qui devaient arriver, il y a 2 ans supplémentaires, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si c'était ça Merci. la question. Ensuite, sur les changements, très rapidement sur CS3D, puisqu'on était sur devoir de vigilance, je vais que insister, pareil, vous aurez les slides. Il y a une vraie question sur les seuils. Hein. La Commission européenne était restée sur les mêmes seuils de 1000 salariés, 450 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les entreprises de l'Union européenne et les tierces. Le Conseil a proposé, donc vous voyez bien la différence, 5000 salariés et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui est moins que la loi française, puisqu'il n'y a pas de seuil de chiffre d'affaires, toujours pour les entreprises de l'Union européenne et tierces, sachant que les entreprises américaines, via l'accord qui a été trouvé commercial entre Union européenne et États-Unis, ça pourrait revenir. Enfin, ça me paraît difficile de revenir que pour certaines entreprises, mais
Voilà. L'autre grande question, c'est la question de la périmètre des chaînes de valeur, c'est-à-dire les activités des relations commerciales que vous devez couvrir dans le cadre de votre exercice de vigilance. Donc, la Commission européenne était déjà revenue sur la proposition, enfin l'adoption de la directive en limitant au rang 1 et au rang N sous condition, avec, pour limiter les charges sur les plus petites entreprises, le principe de cap in the value chain qui vient de la CSRD. Donc, on pourra en parler, peut-être que Ruben en parlera. Le conseil revient encore là-dessus, en fait, avec un système de filtre pour l'exercice de cartographie des risques qui est censé limiter les charges avec un premier scoping général. Si là où il y a des risques, on va sur le rang 1 et éventuellement le rang N, mais sous réserve d'avoir vraiment des informations sûres et vérifiables qu'il y a potentiellement une atteinte. Donc, probablement une restriction sur le périmètre de la chaîne de valeur. Les plans de transition, c'est aussi un enjeu puisque la Commission européenne était revenue sur l'obligation de mise en œuvre. Le Conseil est encore revenu. Il y a toujours l'obligation d'adopter un plan de transition climatique, mais on parle de reasonable effort, donc ça réduit. Il y a la suppression de l'obligation de mettre en œuvre. C'est une faculté et il y a un rôle de l'autorité qui est aussi réduit sur cette question des plans de transition climatique. Ceci reste des propositions. Et sur la responsabilité civile, qui est un vrai sujet pour les entreprises françaises. Donc, il y avait à la base dans la directive l'idée qu'il devait y avoir une harmonisation au niveau européen sur cette question de la responsabilité civile. Et donc, tous les États devaient prévoir un régime de responsabilité civile lié au manquement à un devoir de vigilance, qui est le cas aujourd'hui dans la loi française. Et là, la Commission européenne revient dessus. Le Conseil confirme que ça ne serait plus ça serait laissé en fait aux États membres de décider ou non si leurs entreprises peuvent être, enfin, la responsabilité civile de leurs entreprises peuvent être engagées sur le fondement d'un manquement au devoir de vigilance qui pose des questions évidemment de level playing field et du fait que les entreprises françaises, si on garde le régime, il n'y a pas de raison qu'il change sur cette question de la responsabilité civile, auraient enfin, on pourrait les attaquer plus facilement que d'autres, notamment en cas de dommages et devant les juges sur les victimes. Sur les sanctions pécuniaires, je sais que ça a beaucoup intéressé. La Commission n'est pas revenue sur le principe des sanctions pécuniaires, elle était revenue sur la suppression. Il y avait un plafond minimum de 5% du chiffre d'affaires. Et là, le Conseil européen est revenu sur l'idée d'avoir un plafond, mais cette fois-ci maximum pour les sanctions pécuniaires. Donc, fixé à 5% du chiffre d'affaires global de l'entreprise concernée. Donc, le principe d'une autorité de suivi n'est pas remis en question aujourd'hui. Donc, il y aura une autorité de suivi avec la possibilité de sanction, avec la possibilité d'enquête, avec la possibilité d'injonction qui peut s'articuler, et en France, encore une fois, ce sera probablement le cas, avec un contrôle du juge et la possibilité de saisir le juge en cas de manquement, et donc sur le fondement de la responsabilité civile. Voilà pour CS3D, mais de toute façon, c'est pas avant 2 ans. Et sur CSRD, pareil, vraiment les grands enjeux. Donc, il y a une question de seuil. Alors là, les seuils proposés par la Commission sont, on estime qu'il y a 80% des entreprises qui auraient dû être soumises via la CSRD initiale qui ne seront plus soumises. Donc, c'est des seuils quand même plus importants. Et vous voyez, le Conseil propose encore des seuils avec 1000 salariés, 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur les normes ESRS, donc, qui a déjà acté la suppression des normes sectorielles et la révision des normes ESRS en 2025, et Ruben va nous en parler, donc je ne vais pas développer, et le Conseil précise certains éléments. Le principe de cap in the value chain dont je parlais, c'est l'idée de dire que pour éviter les charges sur les plus petites entreprises, on limite les informations demandées aux entreprises, et notamment en référence avec la norme volontaire, donc norme VSME, dont un projet avait déjà été élaboré par les FRAG et circule en ce moment. Et donc, ça veut dire que les entreprises PME, ou enfin en tout cas celles qui ne sont pas soumises au reporting obligatoire, donc peut-être les entreprises moins de 1000 salariés, etc., pourront, si elles remplissent cette norme volontaire, opposer le fait de donner des informations cadrées par cette norme volontaire aux entreprises éventuellement donneuses d'ordre dans leur chaîne de valeur qui leur demanderaient des informations. Tout ceci dans un esprit de simplification et de réduction des charges.
Et sur la vérification des informations par les cas, qui a la proposition de supprimer la possibilité de passer d'une assurance limitée à une assurance raisonnable qui était prévue. Et ça a été confirmé par le Conseil européen. Donc, sur la CSRD, c'est vraiment les seuils, c'est vraiment le contenu des normes SRS que vous avez dû, pour ceux qui ont déjà été soumis, avez dû appliquer, et l'opposabilité de la norme volontaire pour les plus petites entreprises. Merci beaucoup, Voilà. Charlotte, pour cet aperçu de où est-ce qu'on en est sur le processus Omnibus. Je vais donner la parole à Ruben qui exceptionnellement va s'exprimer en anglais. Alors, c'est vraiment juste 5 minutes. So I'm gonna switch in English. Ruben, if you can hear me. Yes. So Ruben is going to explain what is the public consultation right now with the EFRAG, and also the dates that we will have regarding the revision of the ESRS. Yeah. Merci, Eline. Thank you so much for the opportunity to present this part in English and do a bit of a deep dive on the ESRS. So I work with Shift. Shift is a non-profit organization. We work with companies on implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. But I'm also a member of the EFRAG Sustainability Reporting Board. And EFRAG is the organization that advises the European Commission on the new ESRS. So this new ESRS revision process is, I think, as Charlotte also explained, very much related to the Omnibus process. The CSRD is the directive that explains roughly what companies should report on and which companies are in scope of the reporting obligations. But the ESRS, the European Sustainability Reporting Standard, contains the detailed methodology and the detailed disclosure requirements that companies will have to follow. And there, EFRAG is the organization that advises the Commission on what that should look like. And EFRAG is composed of a multi-stakeholder organization. So we have companies, large and small, civil society, trade unions, the financial sector, national standard setters, including ANC from France, all represented in this process. At the moment, we have developed a exposure draft for public consultation, and you have the possibility to submit your views until next week, until the 29th of September. We will then review all of those comments and potentially change the advice to the Commission. That advice to the Commission will go out by the end of November, and then it's up to the Commission to seek a confirmation from Council, so EU member states, and Parliament, and that will then finalize the new ESRS. So we're now in still an early stage where companies can actually help shape the standards, and that's very much the call to action is to use that opportunity. So via this link, and we can share the slides, you will find a detailed questionnaire on the EFRAG website. If you want, you can comment on everything, but you can also choose to go to very specific elements of concern. As Shift, we've been involved in this process from the very beginning. Overall, we are quite happy with where the exposure draft has landed. We think that it is much clearer, the structure is improved. We have significantly reduced the number of data points. On the mandatory data points, the reduction is about 57%. If you count the voluntary data points as well, we've removed almost 70% of data points, but we have preserved what is important. We maintain alignment with the UN Guiding Principles and OECD guidelines when it comes to the identification and prioritization of impacts, and the social standards, which of course for Shift is our key priority. We have maintained the clear structure across 4 distinct stakeholder groups so that companies can clearly explain their impacts on their own workforce, workers in the value chain, affected communities, and consumers and end users. And there are all different ways also in which the new ESRS provide much more flexibility for companies to structure their report. There is, however, one
important element that we are unhappy with, and that also EFRAG is looking for specific feedback from companies on, and that is the issue of adequate wages. So adequate wages is the European Union's term for a living wage. Obviously, a living wage is also a key priority for the UN Global Compact and many companies. It is an important human right in itself, but it also enables the fulfillment of other human rights. And then we see a lot of companies that have ambitions in this area, including various companies that are a member of Global Compact France and might be in the call, such as L'Oréal, Schneider Electric. I'm sure there are much more. The ESRS does not require you to pay living wages, but it does require transparency on living wages. And transparency requires a clear methodology, and that is where we have concerns. So we will not read out the full text, but you can maybe after we send the slides, have a look at this, and it will be clear that what the new ESRS allows companies to do is to essentially disclose the minimum wage, the legal minimum wage, and not necessarily a living wage or an adequate wage. And that leads to greenwashing potentially. So we want, we at least as Shift propose that we change this language, but we are very much looking for feedback from companies, investors, others as well. And because there was a lot of discussion on this, EFRAG has an explicit question in the questionnaire, and they are also doing a lot of in-depth interviews with companies to really understand if they agree with this language or if they still have concerns. And of course, the concern, at least from our side, is that the legal minimum wage provides no guarantee that actually an adequate wage is being paid. Often minimum wages are far below. So we should make sure that, again, the ESRS does not oblige you to pay a living wage, but if we create a methodology for transparency, at least that methodology should be robust. So in the questionnaire, you will find a specific question. I've included the QR code again. There is no need to explain in detail what you think of it or what a better alternative is, but you have the opportunity here to at least say if you agree, partially agree, or disagree. And of course, UN Global Compact does not have an advocacy agenda necessarily on this. The main call to action here is to make sure that your voice is heard, and that at least from the social side, the main issue where the board is still discussing it is the issue of adequate wages. On the Shift website, we've explained in a bit more detail what our concerns are, and always happy also to receive emails from you with additional questions. Thank you. Thank you, Ruben. I'm gonna, yeah, Valerie, if you wanna speak, you can go. You can use your microphone. Ah non, désolée, c'était une erreur. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Mais je suis d'accord sur le fait que le salaire est un vrai sujet et que se contenter du salaire minimum n'est pas suffisant. Mais après, la problématique, c'est que les entreprises manquent d'une définition, enfin en tout cas d'une méthodologie uniforme sur ce point-là, et tant que ce ne sera pas le cas, ils n'iront pas sur ce terrain-là, malheureusement. Sauf exception. Effectivement. Juste rapidement en français, I'm gonna just say something quickly in French. Donc, Ruben a présenté effectivement la partie consultation publique et Shift a partagé effectivement son inquiétude, tout comme Maxime aussi du groupe L'Oréal dans le chat sur la définition de living wage. Et donc, vous êtes les bienvenus pour donner votre avis lors de cette consultation publique de l'EFRAG. Ruben, so yeah, maybe you understood, because I know you understood a little bit French, so Valerie was saying that of course this is there is a concern about the definition of living wage in the new ESRS revisions, but the fact that we don't have a very clear definition of what is it living wage is not also pushing companies to work on it. So we are going to speak about living wage actually in November and December during our working group about human rights. So I will invite all the companies who want to speak about living wage to join us in November and December. And if you have a last question for Ruben, you can go ahead, but I don't see it.
So thank you so much, Ruben, for your explanation about the public consultation, and so we let company to join your QR code. Thank you. Merci. Bye. Bye-bye. Merci à tous d'avoir suivi cette petite période en anglais. Donc, comme je le disais, on va avoir deux sessions sur le living wage en novembre sur les propres opérations, donc qui concerneront uniquement l'entreprise, et en décembre sur la chaîne de valeur, qui sera plutôt sous forme d'ateliers pratiques et de discussions entre vous. Donc, vous pouvez vous inscrire et la plupart d'entre vous ont déjà les invitations dans l'agenda. On va maintenant passer à l'actualité contentieuse en France. Qu'en est-il au niveau de la justice sur le devoir de vigilance? Donc, Charlotte, je vais te laisser prendre la parole et on va également accueillir Laurence Thierry du groupe La Poste qui pourra nous expliquer la décision du juge du mois de juin. Oui, Ah, tout à juste fait. Et avant, on va oui, commencer peut-être par, avant, par excuse-moi Charles, juste Laurence. avant, est-ce que Caroline avait une question? Caroline Deray du groupe Ortec? Je vois la main levée, c'est peut-être une erreur. Ok, je pense que c'est peut-être effectivement une erreur. Très bien. Eh bien, je donne la parole aussi à Laurence. Je t'en prie, Charlotte. Non, non, je voulais dire que c'est Laurence qui va présenter un peu le panorama, la décision, et je réagirai après et en perspective des autres contentieux. Alors, Laurence, je t'en prie, voilà, on t'entend. Alors, juste activer le micro. Ouais, Laurence, je crois, le micro est toujours désactivé. Ah là, ça y est, Bon, je suppose que vous m'entendez. Bonjour à tous. on t'entend. D'accord. On m'entend et on ne me voit pas. Exactement. D'accord, parfait. On ne te voit pas encore, mais on peut te voir. Tu peux activer ta caméra. Ça y est. Voilà, parfait. Donc Charlotte, je te laisse commencer ou c'est moi qui démarre? Non, c'est toi qui, on avait convenu que c'est toi qui commençais. D'accord, parfait. Pardon. Donc bonjour encore à toutes et à tous. Je travaille au sein de la direction, conformité du groupe La Poste et je suis en responsabilité sur la lutte anticorruption et le devoir de vigilance. Et avant de, répondre, et de vous présenter les principaux enseignements, par rapport au contentieux, je vous propose, de faire une courte introduction, sur, le groupe et la façon dont on est, organisé pour piloter, et impulser la démarche, de vigilance au sein de notre grande maison. Alors La Poste, je pense que vous avez en tête, hein, c'est un très grand groupe multimétier. Quelques repères, chiffrés clés, c'est, presque 37 milliards de chiffre d'affaires. C'est plus de, 220 000 personnes à travers le monde et ce qu'on sait moins, c'est que c'est presque, 46 du chiffre d'affaires à l'international. Un grand groupe multimétier, je l'ai évoqué, hein, ça va, de la livraison, de lettres, de colis, mais c'est aussi la partie, banque, assurance, la partie services numériques et tous les services de proximité, puisque vous avez une diversification de l'activité des facteurs qui, peuvent apporter, par exemple, des repas, au domicile, des Français. Donc, pour, la gouvernance en termes de pilotage du plan de vigilance, nous animons la démarche auprès d'acteurs de la filière conformité, qui sont en charge du déploiement du plan de vigilance. Elle se situe essentiellement au sein des différentes filiales de rang 1. Je ne l'ai pas évoqué, mais La Poste, c'est plus de 420 filiales, contrôlées, au sein du groupe. Donc il y a un principe de subsidiarité qui s'applique et donc, nous animons essentiellement les acteurs de la filière, des filiales de rang 1 et nous avons également, des référents au sein des directions fonctionnelles qui sont, propriétaires des processus métiers comme, l'ARH, la direction de l'engagement, sociétal pour le volet environnemental, la direction achat, la direction des risques ou la déontologue pour le mécanisme d'alerte.
Voilà pour la partie gouvernance au sein du groupe. Donc moi, maintenant, je vais vous parler de l'actualité en matière de contentieux, comme on vous l'a proposé. Et avant de vous démarrer, pourquoi ce sujet est important après ce premier jugement sur le fond? C'est que finalement, on a une loi qui est très succincte, 1 page et demie, des notions qui sont restées floues et il n'y a jamais eu de décret d'application, ce qui a complexifié pour nous, les entreprises, son application. Et on l'a déjà rappelé, d'autant que le plan de vigilance, est intégré au rapport, intégré et donc publié. Donc la jurisprudence, elle joue un rôle, clé, même si le champ du contentieux est encore jeune. En France, aujourd'hui, c'est, on va dire une quinzaine d'assignations connues, 2 jugements portant sur le fond. Il y a l'affaire, La Poste, mais il y a aussi eu l'affaire, SNCF. Et finalement, sur le fond, c'est des contentieux stratégiques qui ont été menés majoritairement par des ONG, qui ont visé la stratégie environnementale des entreprises, que ce soit sur le changement climatique ou le financement des énergies fossiles, ou on l'a vu, la stratégie, sur la déplastification. Mais il y a eu également des contentieux pour, les impacts des activités opérationnelles de filiales au sein des communautés locales ou des impacts de relations commerciales, sur les droits humains ou l'environnement. On a l'approvisionnement en bœuf ou en thon, par exemple, que vous devez avoir en tête. Aujourd'hui, une chambre spécialisée, a été désignée par la cour d'appel de Paris. C'était le 15 janvier, 2024, il y a 1 an et demi à peu près, avec la mise en place au sein de son pôle économique, d'une chambre dédiée aux contentieux émergents et qui sont en charge aux litiges sur le devoir de vigilance et de la responsabilité écologique. C'est la chambre 5-12. Voilà, et ça montre l'importance que la cour accorde, à ces affaires. Maintenant, si on en vient, plus particulièrement à l'arrêt du 17 juin, opposant La Poste au syndicat, Sud PTT, c'est vraiment la première décision sur le fond, même s'il y a déjà eu des décisions, heu, au préalable, mais elle portait plus sur des questions, d'irrecevabilité. Il y avait EDF, Total Climat et Suez. Pour ceux qui suivent l'actualité que Charlotte, nous donne, vous l'avez certainement encore en tête. Et donc quelques éléments de contexte maintenant si je fais un focus, sur l'arrêt du, 17 juin. Donc c'est, comme pour la SNCF, c'est une fédération syndicale qui a mis en demeure La Poste, et c'était en mai 2021, de compléter son plan de vigilance, et elle l'a assigné, par la suite en juillet de la même année, en justice. Il s'agit donc d'une action en injonction de modification du plan de vigilance et notamment sur la cartographie des risques, et la concertation en ce qui concerne le mécanisme d'alerte. Sud PTT, qui est l'organisation syndicale qui nous a assigné, nous reprochait essentiellement l'insuffisance, restitution des mesures de vigilance dans le plan qui avait été établi au titre de l'année 2020, et donc ça, c'est un point important, sur lequel je souhaite, insister. Il s'agit donc d'un plan de vigilance qui est paru en 2021, donc c'était il y a quand même quelques années, et l'arrêt, le jugement de première instance se base donc sur les éléments assez anciens, dans le plan de vigilance, du coup, au titre de l'année, 2020, donc il y a déjà 5 ans. Et ils nous ont demandé, de compléter notre plan de vigilance par une cartographie des risques destinés à leur identification, analyse et hiérarchisation. En 2020, en fait, nous avions fait le choix de restituer, de présenter des éléments de cartographie en net. Et donc, pour pouvoir, répondre à cette injonction, comme Charlotte l'a évoqué précédemment, l'objectif, c'était de passer en brut, mais je vais y revenir. Il fallait également, qu'on établisse des procédures d'évaluation des sous-traitants
en fonction des risques précis identifiés par la cartographie des risques, qu'on complète notre plan de vigilance par un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements après avoir procédé à la concertation et qu'on publie un réel dispositif de suivi des mesures de vigilance. Donc ça, c'était les 4 points du jugement. Ça a été fait sans astreinte financière puisque le juge a considéré que compte tenu du fait que la Poste a fait preuve d'une démarche dynamique d'amélioration continue depuis, notamment à travers l'analyse des plans de vigilance après 2020. Donc voilà. La Poste a fait appel de ce jugement le 8 mars 2024, mais je ne reviendrai pas sur les raisons de cet appel. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est plutôt que je vous rende compte de façon plus précise et que j'aborde les quelques enseignements de l'arrêt. Et je vous propose d'examiner 3 points en particulier. Les exigences et les précisions qui ont été apportées par la Cour sur l'identification et l'évaluation des risques, sur le suivi du plan et sur ce qui est attendu en matière de concertation. Donc, je vous propose d'aborder le premier point concernant la cartographie des risques. Les juges soulignent l'importance de hiérarchiser les risques en fonction de leur gravité et de leur probabilité, et ceci fondé sur une hiérarchisation qui doit être objectivée avec des critères précis. Charlotte en a parlé tout à l'heure, en se référant aux principes directeurs des Nations Unies. Ce sont les 3 critères: échelle, ampleur, irrémédiabilité. Et ce travail analytique doit permettre de distinguer par la suite alors les risques ou les impacts d'atteinte grave, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme prioritaires. Et ça, c'est un point important. Donc, la Cour, elle souligne ainsi le critère déterminant pour cette cartographie des risques, qui est la hiérarchisation des impacts avec les critères de la gravité. Et elle confirme en ce sens que la cartographie publiée dans le plan de vigilance doit ensuite se concentrer sur les risques les plus graves et non porter sur l'exhaustivité des risques. En plus, dans la décision, elle définit la notion de gravité, puisque la notion de gravité se compose à travers les indications qu'elle donne par la prise en compte des impacts réels et potentiels. Et pour ceux pour lesquels l'incidence est grave, ce sont ceux qui sont les plus susceptibles de se produire. Donc, c'est, vous savez, dans les cartographies des risques, les 2 matrices, donc les incidences qui sont, ou les impacts qui sont les incidences, pardon, qui sont les plus susceptibles de se produire, donc c'est la matrice de la probabilité, et ceux qui ont l'impact le plus grave, donc l'impact avec les 3 critères. Donc, on distingue du coup en général dans un cadran en haut à droite les risques qu'on appelle prioritaires d'atteinte grave. Et de ces indications découle aussi la nécessité de préciser pour chacun des risques ou des scénarios de risque leur niveau de gravité, le facteur des risques. Et à la Poste, nous avons dans le travail analytique également détaillé dans le plan de vigilance les scénarios de risque d'un même domaine de risque. Ensuite, on en a détaillé les causes, les conséquences et les parties prenantes impactées. Et c'est ce que du coup nous présentons depuis plus de 2 ans dans le plan de vigilance du groupe de façon assez concrète. La Cour revient aussi sur l'exigence d'une granularité sectorielle pour les activités fournisseurs et sous-traitants. Donc concrètement, également dans le plan de vigilance du groupe, en fait, nous avons présenté 2 matrices de risque. Ce sont des heatmaps, d'une part pour les activités en propre, en les détaillant en termes de granularité sur les 4 lignes métiers principales du groupe,
le colis, le transport, la logistique, la ligne banque, assurance, le service numérique et les services de proximité. Et on a fait un travail sur les activités fournisseurs et sous-traitants en analysant dans une approche risque l'ensemble des familles achats du groupe, en les répertoriant par rapport au seuil de matérialité et en faisant une analyse des catégories d'achat qui étaient les plus exposées, en le croisant avec des référentiels comme EcoVadis ou l'AFNOR sur chacune des thématiques de la loi, que ce soit les droits humains, libertés fondamentales, la partie santé, sécurité des personnes et environnementale. Et donc, on a commencé du coup dans une approche risque par réaliser des exercices de cartographie des risques sur les catégories d'achat les plus exposées et qui ont une matérialité par rapport au volume de nos dépenses achats les plus fortes. Deuxième point, par rapport aux enseignements de l'arrêt qui est important. Donc, on part d'une analyse des risques bruts, on les détaille, on en hiérarchise ceux qui ont les impacts les plus graves et les probabilités d'occurrence les plus importants. Nous, on a dédié par la suite dans notre plan de vigilance, puisque c'est ça qui intéresse du coup dans l'exercice les lecteurs, ceux qui ont du coup une priorité par rapport à leur niveau de gravité et sur cela uniquement, on détaille tous les dispositifs de maîtrise que nous avons mis en œuvre et donc ce qu'on appelle dans le jargon risque les DMR. Et la Cour revient également sur ces DMR, sur la nécessité de publier un réel dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur effectivité. Et donc, il précise la notion de ce compte-rendu de mise en œuvre effective pour refléter ce qui est attendu dans le plan de vigilance. Et ce qu'ils nous disent, c'est que le choix des indicateurs utilisés dans le cadre de dispositifs de suivi ne doit pas être fait au hasard. Ils doivent être corrélés au risque d'atteinte grave identifié dans la carto et permettre ainsi un suivi effectif des mesures et révéler les avancées. Donc on est en fait dans cette logique où on a fait un exercice de carto, on a identifié les risques d'atteinte grave ou prioritaires, on a mis en face les dispositifs de maîtrise des risques pour ces risques prioritaires. Et dans les contrôles, il y a dans les différents leviers les indicateurs de suivi associés. Et donc ça participe à une démarche tout à fait logique. Et donc les indicateurs retenus reflètent l'impact concret des actions de vigilance pour en permettre d'ajuster finalement le déploiement en fonction de ce que se traduisent ces indicateurs de reporting. Donc, il ne s'agit pas, en fait, dans cette partie-là, de faire un reporting extra-financier comme on l'a tous un peu fait peut-être au départ en tâtonnant, mais bien de rendre compte sur la mise en œuvre effective des actions prévues en lien avec les risques prioritaires qu'on nous demande, dans le cadre du plan de vigilance, de prévenir et d'atténuer. Et un dernier point sur ce sujet, si on a écouté le podcast de Charlotte 2 jours après l'arrêt, Charlotte a insisté sur la différence qu'il y a à faire entre ce qu'on présente au titre de ce dispositif de suivi avec un autre chapitre, en général, du plan de vigilance qui concerne le déploiement du plan de du devoir de vigilance à travers le déploiement des 5 mesures de la loi. Mais ça, c'est traité dans un chapitre distinct. Et on parle d'un autre sujet. Dernier point, si je peux encore quelques minutes, Oui, c'est je t'en un prie point qui pour finir, Laurence, je t'en prie. ouais, un point important concernant en fait la notion de dialogue, de concertation. Donc, vous savez que la loi dit que le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société. Et dans ce cas-là, c'est bien le dialogue qui est attendu. En revanche, en ce qui concerne le mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la
à la réalisation des risques, il doit être établi en concertation, donc en concertation avec les organisations syndicales représentatives de nos sociétés. Et donc là, on est sur une, une notion où l'arrêt précise l'interprétation que l'on doit avoir de la notion de concertation, qui est plus fort que celle du dialogue. Et donc, je vais citer ce que dit l'arrêt. Il dit que la concertation suppose une transmission d'éléments d'information et un échange de points de vue et de propositions sur la rédaction du contenu et la mise en œuvre du mécanisme d'alerte à établir en vue et donc en amont de son élaboration. Et finalement, cette concertation doit se faire au préalable. Et la Cour a estimé que la charge de la preuve incombe à l'entreprise et faute de compte-rendu de réunion ou de la teneur des échanges et de ces éléments de preuve, elle a estimé que comme il ne s'agissait pas, dans le cadre de la concertation, d'une simple information ou consultation, si cette démonstration ne peut pas être faite, eh ben, il faut activer cette concertation. C'est un point important puisque, en pratique, la plupart d'entre vous, comme nous, on utilise le mécanisme d'alerte interne mis en place en application de la loi Sapin 2 ou Wasserman, qui a transposé la directive sur la protection des lanceurs d'alerte. Et donc, si un tel dispositif, finalement, peut constituer un socle technique ou organisationnel, on ne peut pas considérer, ou il ne peut pas être, étendu au champ du devoir de vigilance sans qu'il y ait eu une démarche préalable de concertation spécifique, au titre du devoir de vigilance. Et la Cour précise que notamment, cette concertation porte sur les catégories de faits signalés, les garanties offertes, les modalités de traitement des alertes, et cetera. Donc ça, c'est, Merci. également un point, important, dans les enseignements, de l'arrêt. Merci beaucoup, Laurence, pour ce retour sur l'arrêt qui vous concerne directement. Si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans le Q&A et je vais redonner la parole à Charlotte. Peut-être aussi, il y avait une question dans le Q&A très rapidement. Est-ce que tu peux réexpliquer la différence entre brut et net? Ah, pas de alors, les risques bruts, en fait, j'ai de façon, très pédagogique, j'explique aux organisations syndicales avec qui nous dialoguons ou les autres parties prenantes que ce sont les risques théoriques. Ce sont les risques, en fait, qui sont, communs à toutes les entreprises qui ont des activités sur un même secteur d'activité, si elles opèrent, sur un même territoire. Hem Et donc, ça veut dire qu'ils sont préexistants avant même d'étudier en fait, heu, tout le cadre et toutes les mesures qui sont prises par l'entreprise, pour les atténuer ou les prévenir. Donc ils sont, par exemple, un risque, brut, de la Poste sur la ligne, colis, transport et logistique, c'est l'accidentologie sur la route. L'accidentologie parce que, dans la manutention des colis. Et donc ça, en fait, quand on le cote en brut, on le cote, nativement avant même, d'analyser, tout ce que l'entreprise met en place, pour atténuer ce risque. Et finalement, si on avait un concurrent, sur la même activité, il serait logique presque, que la cotation, si on avait le même effectif, la même façon d'exercer l'activité, que finalement cette cotation objectivement soit, à peu près analogue. Et donc le net, il est forcément atténué par tous les dispositifs qui sont mis en place. Et ça, c'est important. Le juge dit: «Il faut qu'on voit bien cette hiérarchisation» et donc si vous présentez tout en net, tout lissé vers le bas, ça ne nous permet pas, nous, de distinguer finalement quels sont les risques, les plus graves qui peuvent advenir dans votre environnement de travail. Je ne sais pas si c'est Merci clair? beaucoup, Laurence. Oui, c'était très clair. Merci beaucoup.
Charlotte, je t'en prie. Oui, alors je vais, parce on a un peu de retard et puis il faut laisser la place à la déforestation. Je vais pas, encore une fois, vous aurez les slides et c'est ce qui a été précisé par Laurence. Moi, c'est ce que je voulais juste insister, c'était sur 3 points. Bah, les cartographies, c'est quand même un vrai sujet. Alors, ce qu'on appelle cartographie, donc vous l'avez compris au titre de vigilance, ce n'est pas un exercice, comme vous avez l'habitude de le connaître, de cartographie, que ce ne sont que les impacts bruts, réels, ou, actuels ou potentiels, en lien vraiment avec la directive dont je parlais tout à l'heure, et avec une hiérarchisation par la gravité. Et donc, ça conforte, et c'est ce que la plupart des entreprises faisaient, ont déjà l'idée qu'il doit y avoir un exercice vraiment spécifique d'identification des risques au titre ou des impacts, vous l'appelez comme vous voulez, au titre du devoir de vigilance, avec des méthodes spécifiques, avec une notion de risque tournée vers les personnes et l'environnement, avec une granularité des risques, et Laurence l'a bien précisé, que c'est ce qui était attendu des juges, hein, pour ça, comprendre comment vous hiérarchisez, il faut que vous puissiez donner les facteurs de risque, selon votre propre activité, vos activités spécifiques, etc., comment vous êtes arrivé à ce choix et donc pouvoir justifier de vos choix. Tout n'a pas à être publié, mais en tout cas, en interne, il faut le faire. Et donc, ça renvoie à une question, je pense, fondamentale dans l'exercice de devoir de vigilance, c'est qu'on parle d'une cartographie des risques dans la loi, mais en réalité, cartographie des risques consolidée pour des entreprises de votre taille n'a absolument aucun sens. Et donc, ce serait plutôt des exercices d'identification par métier, Laurence l'a dit aussi, par type d'achat, etc., etc. Mais donc, ça nécessite quand même d'une opposabilité et beaucoup d'informations. Sur les dispositifs de suivi, je pense que c'est un vrai sujet. Laurence l'a rappelé, hein, les juges attendent des dispositifs de suivi pour orienter utilement l'action de vigilance. Et pour moi, ça renvoie à 2 choses. Ça renvoie déjà à des risques par risque, c'est-à-dire vous avez identifié un risque précis, vous devez avoir les processus d'évaluation, vous devez avoir les mesures d'atténuation et de gestion des risques, et vous devez avoir les mesures de suivi de la performance et donc des indicateurs adaptés. Et bien évidemment, vous avez déjà beaucoup d'indicateurs sur des enjeux liés à la vigilance, mais est-ce que ce sont des indicateurs précis? Est-ce que ce sont des indicateurs adaptés à l'approche risque demandée par le devoir de vigilance, avec peut-être des précisions sur les personnes les plus exposées, les personnes les plus vulnérables, le type de pratique, etc. De ce que je vois des plans de vigilance, je ne pense pas que ce soit encore le cas. Donc, c'est risque par risque, évidemment, mais c'est aussi, et je vais en reparler après, c'est le dispositif global de vigilance. C'est une responsabilité de la société mère. Comment vous vous assurez, vous, de démontrer que vous avez compris votre compréhension, que vous avez compris qu'est-ce qu'on attend de vous en termes de cartographie des risques, de dispositifs d'alerte, et en fait, toutes les étapes du plan de vigilance doivent pouvoir faire l'objet d'un suivi spécifique, d'un processus de suivi et voire d'indicateurs, et en tout cas, à minima, je pense, d'une gouvernance et à minima de savoir qui est responsable de quoi et de mandater les gens spécifiquement sur ces questions de vigilance. Et le mécanisme d'alerte, bah là aussi, je n'ai pas vraiment de réponse à vous apporter, si ce n'est que les juges n'ont pas dit que le dispositif Sapin 2 qui est utilisé par toutes les entreprises au titre du devoir de vigilance, donc les juges n'ont pas dit qu'il ne pouvait pas être utilisé. En revanche, l'exigence de concertation préalable qui est posée par la loi et rappelée par les juges à l'établissement du dispositif pose des questions. Et la troisième chose que je voudrais, sur lequel je voudrais insister, c'est que dans la loi, il est bien marqué que c'est un mécanisme d'alerte et de recueil de signalements relatif à l'existence ou à la réalisation des risques qui ont été identifiés. Et donc, certes, encore une fois, on parle d'un mécanisme d'alerte et de recueil, mais donc en termes d'effectivité, et je pense que les entreprises les plus avancées sur certains sujets, notamment en matière de droits humains, savent qu'un dispositif d'alerte éthique ne permet pas d'avoir une connaissance, d'avoir une lisibilité, de toucher les personnes potentiellement impactées, et donc n'est pas suffisant pour pouvoir couvrir l'existence ou la réalisation des risques identifiés. Et peut-être que les syndicats, on va le voir, vont s'emparer du sujet, peut-être sur les travailleurs des fournisseurs, et donc vous challenger sur ça. Contentieux, rapidement en 4 minutes. Donc, les contentieux du devoir de vigilance. Donc là, on va parler un peu un état des lieux des contentieux publics, puisqu'il peut y avoir porté à la connaissance du public, donc communiqué notamment par les organisations de la société civile et les syndicats qui mettent en cause les entreprises. Donc, Laurence les a déjà mentionnés. On a 11 assignations en cours, ce qui est finalement pas beaucoup, honnêtement, hein, par rapport à la mobilisation des organisations civiles et des entreprises. Alors, je pense qu'ils attendent, enfin, ils le disent en tout cas, qu'ils attendent la jurisprudence pour pouvoir peut-être en porter plus.
Donc, il y en a 3 affaires sur vraiment les stratégies environnementales, le plastique, le climat, etc. Il y a 3 affaires sur des activités de filiales projets à l'international, soit sur les droits des travailleurs, soit sur les droits des communautés locales et l'environnement. Il y a 2 affaires qui sont un peu particulières, plutôt liées à des zones très particulières de conflits et de sécurité, etc. Et dont, honnêtement, il y en a une très récente de juin contre BNP sur le conflit israélo-palestinien. Et une autre sur Total au Yémen, Total Énergie au Yémen. Alors honnêtement, on n'a pas trop d'affaires et il y a une question là d'opportunité, je pense, puisque c'est aussi dans le cadre d'autres contentieux, pas forcément contre les entreprises. Il y a 2 affaires en cours, ça a été cité, Casino, Brésil, déforestation, donc sur le bœuf et Carrefour-Thon sur l'approvisionnement vraiment en produits, qui va poser la question du rang, puisqu'on a encore des incertitudes sur la loi française. Et il y a la décision La Poste qui, pour l'instant, n'est pas définitive, puisqu'il y a encore la possibilité d'un recours à cassation. Il y a 4 affaires qui ont été terminées, dont 2 médiations. Je pense que c'est intéressant de les citer. Danone et Plastique en début d'année et Idemia au Kenya. Donc ça, c'était il y a quelques années maintenant, mais ça a donné lieu à une médiation. Décision SNCF, je pense Laurence l'a exprimé, mais c'est la première décision sur le fond qui a été rendue en février 2025 et une décision d'irrecevabilité par la Cour d'appel. Ce qui a été dit aussi, et je pense que c'est important de le dire, c'est qu'il y a eu des créations de chambres spécialisées au tribunal judiciaire de Paris, à la Cour d'appel de Paris, et les juges, les premières décisions le montrent, ils sont prêts à juger de ces affaires avec pragmatisme. Je trouve que les décisions sont plutôt équilibrées, mais ils sont prêts à juger, ce qui n'était pas forcément les messages envoyés avec les décisions d'irrecevabilité avant. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le fait qu'il y ait moins d'entreprises soumises, c'est mon point de vue, en termes de CS 3D, futur CS 3D, le fait que peut-être les entreprises françaises pourront avoir leur responsabilité civile engagée et pas les autres, puisque comme je l'ai dit, ce ne seront pas un régime harmonisé, pourrait laisser à penser que les contentieux vont vivre en France et contre les entreprises françaises, puisqu'il y aura moins d'entreprises qu'on pourra aller attaquer, et notamment pour celles qui ont des activités à l'international. Sur les actualités tendances, on a eu, encore une fois, et j'insiste sur le que, 2 nouvelles assignations en 2025. Donc, encore une fois, ça laisse à penser qu'ils attendent les décisions, la jurisprudence, mais il pourrait y en avoir plus, surtout dans un contexte, je pense, de backlash, comme on dit, RSE, et une mise en demeure. Donc là, c'est aussi par rapport au conflit palestinien, donc je pense que c'est vraiment des mises en demeure spécifiques et des affaires spécifiques par rapport au contexte. À venir, là, en novembre, il y a une audience sur 2 affaires. En décembre, il y en a une aussi sur une autre affaire environnementale. Et donc, on aura les prochaines décisions judiciaires en début 2026, a priori, de fond. Sur les enjeux, pour moi, donc on a encore des questions. Certes, l'arrêt La Poste a donné des précisions sur la cartographie, etc. Il y a encore quand même des grands enjeux sur qu'est-ce qu'on peut attendre de la société mère qui est titulaire de l'obligation juridique. Ça, c'est en partie un des enjeux à travers la demande de communication de pièces dans l'affaire Total Énergie Ouganda, dont on devrait attendre la décision aujourd'hui. Donc, on n'est pas sur le fond, mais il y a des questions qui est de dire, finalement, par rapport à un projet particulier, par rapport à ce qu'on peut attendre sur le terrain des mesures de prévention et les mesures de gestion et de prévention et d'atténuation sont pour la plupart du temps très opérationnelles, hein. Elles ne sont pas faites au niveau de la société mère. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la société mère? Est-ce que c'est l'assurance raisonnable que ce soit géré? Est-ce que c'est l'entièreté des documents et la connaissance de l'entièreté des actions? C'est encore une question qu'on a et on va peut-être avoir des réponses prochainement. Après, il y a une question sur la mise en œuvre effective du devoir de vigilance. Aujourd'hui, on a un plan de vigilance, on sait ce qu'on doit faire, on sait à peu près les grandes étapes, ça se précise avec la jurisprudence, mais les juges ne se sont pas encore prononcés sur qu'est-ce qu'une démarche de vigilance effective, qu'est-ce qu'une mesure effective. Ils ne se sont pas prononcés sur les mesures de gestion et d'atténuation des risques parce qu'ils ont considéré que ce n'était pas dans leur office dans la première décision La Poste et ils n'ont pas été ressollicités dessus. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de dire, par exemple, si une mesure de vigilance effective, même si ce n'est pas légalement obligatoire, doit nécessairement être établie en concertation, ou en tout cas après consultation des parties prenantes potentiellement affectées, ce qui est laissé à penser par les principes directeurs qui vont servir d'interprétation à la loi. Donc, il y a encore beaucoup de questions.
Et ensuite, il y a les conditions de la responsabilité civile. Prochaine audience qu'on va avoir vont porter aussi sur des aspects de responsabilité civile. Donc, c'est quel est le manquement au devoir de vigilance et surtout comment il est lié, parce qu'il y a le lien de causalité avec le dommage. Est-ce qu'une mauvaise cartographie des risques entraîne forcément, je caricature à suet, mais c'est des questions qui se posent, un dommage à l'étranger? Est-ce que le lien de causalité, il est certain? Est-ce qu'il peut être mis en avant? Donc tout ça, ça va évidemment déterminer les pratiques que vous allez devoir mettre en place pour vous conformer à l'obligation légale de vigilance qui, encore une fois, française, vit et va vivre. Merci beaucoup, Charlotte. Il y avait une question sur où est-ce qu'on peut trouver la liste de ces contentieux en cours. Donc, à nouveau, on partagera hein, les slides. Il y a un site, le radar de bord de vigilance a fait une liste des affaires en cours et après, je pense que même sur Google, là, c'est que les publics affaires. Voilà. À vrai dire, Ouais, je ne les ai pas marqués, mais le radar du devoir de faut vigilance, les donner. effectivement. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie avant qu'on passe au règlement déforestation? Fred, si je peux vous appeler comme ça. J'imagine que c'est votre prénom, je ne sais pas si c'est un diminutif. On va rajouter des liens vers les communications publiques. Comme ça, vous aurez la liste dans les slides. Eh ben, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe au sujet donc déforestation et on va accueillir donc Cathy Dufour qui est déléguée générale donc, de l'ameublement français et Charlotte Michon qui vont nous faire un exposé à deux de ce qu'est le règlement déforestation, la diligence raisonnée et quelques recommandations pratiques pour se mettre en conformité. Alors écoute, Eline, je te propose, parce que de toute façon, vous aurez les slides, d'aller très vite, laisser la parole à Cathy et éventuellement de réintervenir après. Juste parce que c'était pour les généralités. Donc, le règlement zéro déforestation, il va entrer en vigueur fin de l'année. Il a été repoussé d'1 an. Il est remis en question, mais pour l'instant, il tient toujours. Et l'objectif, c'est vraiment de réduire la part de l'Union européenne. Donc, c'est un règlement qui vise à contrôler les produits importés ou exportés ou mis à disposition. Donc, c'est un règlement dit produit. La part de l'Union européenne dans ce qu'on appelle la déforestation. Donc, l'objet, c'est interdire, comme je l'ai dit, la mise sur le marché, la mise à disposition d'exportation des produits concernés. Je vais vous les montrer. Et pour être mis sur le marché, pour circuler sur le territoire de l'Union européenne, il faut qu'ils remplissent les conditions suivantes. Donc, être zéro déforestation, il y a une date butoir 31 décembre 2020 qui est par rapport aux parcelles qui seraient issues, enfin aux produits qui seraient issus de parcelles de déforestation, pratiques de déforestation après cette date butoir. Il faut que ces produits soient produits conformément à la législation pertinente du pays de production et qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de diligence raisonnée. Je vais y revenir. C'est un devoir de vigilance renforcée avec une approche par produit et donc c'est prévu dans le règlement que par rapport au devoir de vigilance générale dont je parlais, mais vous allez avoir la même question sur le règlement batterie dont je vous précise que l'obligation de diligence raisonnée devait entrer en vigueur en août et a été repoussée de 2 ans. Donc là, il y a 2 ans pour se mettre en conformité sur la diligence au niveau batterie, mais ça sera la même question, c'est que on dit que les lois spéciales, donc qui visent, sont plus restreintes, qui visent à certains produits qui ont des obligations plus fortes et élémentaires, l'emportent entre guillemets sur la loi générale. Ceci dit, il n'y a aucune raison qu'elle soit en contradiction. Sur les sanctions rapidement, il y a une autorité compétente. Alors en France, c'est le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministère de l'Agriculture. Il y a une page spécifique sur cette question des règlements si ça vous intéresse. Et il y a des sanctions possibles qui sont liées aux produits, amendes, confiscation, exclusion des procédures, etc. Donc ça, c'est le général. Je suis désolée, je vais vite, mais c'est pour laisser la parole à Cathy qui est beaucoup plus pratique et je pense qui vous intéressera plus. Qui est concerné. Donc là, on a travaillé sur un arbre décisionnel et c'est important pour savoir si vous êtes concerné. Donc, le premier point d'entrée, c'est un règlement produit. Je l'ai dit, les produits sont listés. Ils sont certes conséquents. Il y a des produits, des matières de base, comme on dit, qui sont bovin, cacao, café, palmier à huile, caoutchouc, soja et bois et tous les produits dérivés de ces matières de base. Et il y a une liste à l'annexe du règlement déforestation, à l'annexe 1. Et ils sont identifiables par des codes de nomenclature. Il y a aussi des exclusions. Alors,
on vous enverra peut-être la liste. Il y a un certain nombre de documents de guidance dont la dernière date de août de cette année, donc qui précise beaucoup de définitions, etc. Donc, vous pourrez aller voir. Là, c'est vraiment panorama global. Mais donc, il y a aussi des exclusions. Donc, la première chose à savoir, c'est si vous avez un lien avec un de ces produits ou matières en cause ou produits dérivés. Ensuite, vous devez vous interroger si vous êtes le premier dans le cadre d'une activité commerciale, donc de vente, de distribution ou d'utilisation dans l'entreprise, à mettre le produit à disposition sur le marché de l'Union européenne ou à l'exporter. C'est-à-dire, est-ce que, en gros, vous êtes le premier à le faire venir sur le territoire de l'Union? Comme je l'ai dit, c'est vraiment une approche par produit. Si oui, vous êtes opérateur amont. Et après, l'intérêt de savoir si vous êtes opérateur amont, aval, commerçant, après PME, non PME, ça détermine vos obligations que j'ai préparées, mais que je ne vais pas vous détailler puisque vous aurez les slides. Donc, vous êtes opérateur amont. Si vous transformez de manière significative, il faut que ce soit une transformation de manière significative, c'est-à-dire qu'il y a un changement de code. Je vous ai dit que chaque produit est identifié par un code. À ce moment-là, vous devenez, mais vous n'êtes pas le premier à le mettre sur le territoire, vous devenez opérateur aval. Et si vous avez un lien avec ce produit en cause, matière, etc., mais que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas le premier à l'importer ou à le modifier de manière significative, mais que vous le mettez quand même à disposition sur le marché de l'Union européenne après qu'il ait déjà été mis, etc., vous êtes commerçant. OK? J'essaie d'être le plus clair possible, mais j'avoue qu'en relisant les textes, c'est pas non plus hyper évident, mais les guidance sont assez poussés. Et donc, l'idée de définir si vous êtes opérateur amont, aval, commerçant, si vous êtes aussi PME ou pas PME, je vais évidemment pas détailler, mais c'est comme vous aurez les slides, voilà, c'est de savoir à quelles obligations vous êtes soumise. En gros, gardez à l'esprit que si vous êtes opérateur amont, c'est-à-dire que vous êtes le premier à rentrer le produit, vous avez beaucoup plus d'exigences de déclaration de contrôle, notamment de géolocalisation des parcelles, de collecte d'informations, etc., puisque vous êtes le point d'entrée, avec aussi, tout au long des obligations définies, un allègement pour les PME versus les non-PME. Il y a plusieurs obligations. Il y a l'obligation, on va dire, de diligence raisonnée générale, qui est le cadre global, l'évaluation des risques, etc. Et il y a les obligations plus de diligence raisonnée par produit. Et donc là, c'est par lot, et c'est là où on retrouve la question des déclarations, de la collecte d'informations, de la géolocalisation des parcelles, etc. et d'éventuelles sanctions sur les produits, les lots en question. Donc, je ne vais pas détailler, et puis ça va être illustré par Cathy par rapport à, puisqu'ils ont fait tout ce travail par rapport à leur entreprise de l'ameublement, mais donc vous aurez les slides. Donc, il y a opérateur amont, aval. Amont est celui qui a le plus d'obligations. Aval, il y a une différence PME, non PME, et notamment ceux qui sont en aval, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été, que ce soit opérateurs ou commerçants, qui ne sont pas les premiers, ils n'ont pas cette obligation aussi forte de collecte, de traçabilité. En revanche, ils doivent s'assurer que ça a été fait par l'amont, opérateur amont. Commerçant, pareil, je ne vais pas détailler, vous avez la référence à tous les articles, donc une différence non PME, PME, mais donc même si vous n'êtes pas opérateur, mais commerçant, vous avez des obligations de diligence. Diligence raisonnée sur la partie produit, ça se divise en 3, la collecte des informations avec la géolocalisation et la traçabilité, les mesures, on retrouve un système de vigilance, mesures d'évaluation du risque, elles sont vraiment assez bien détaillées dans le règlement, et les mesures d'atténuation. Il y a eu la question des pays à risque, je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, on l'a eu en mai, la liste des pays définis par la Commission. Derrière, c'est que si le produit vient d'un pays à risque faible, la diligence raisonnée attendue est simplifiée. C'est encore une fois une approche par les risques. Et après, je vous ai mis les différents éléments pour si vous n'êtes pas le premier opérateur, mais que vous avez à vérifier en amont que ça a bien été fait, donc les éléments à vérifier avec notamment la collecte des numéros de référence, puisque tout va être tracé, vérifié dans un système électronique, la validité, etc. Encore une fois, vous aurez les slides et je vais laisser Cathy illustrer parce que ça me paraît plus intéressant Oui. que de détailler. Juste avant de laisser la parole à Cathy, Nathalie Zindo du groupe Nexan, est-ce qu'il y avait une question? J'ai vu la main levée, je vous ai autorisé à parler si jamais. Bonjour à tous et à toutes. Oui, j'avais une question sur l'obligation de publication. Quand on est un groupe et qu'on a juste une filiale qui est potentiellement concernée par ce règlement,
Est-ce que l'obligation est au niveau du groupe ou au niveau de la filiale? Ah, eh ben, je vérifie, Nathalie. Le rapport annuel, vous voulez dire obligatoire, hein. Ouais, ouais. Donc, vous êtes opérateur ou On a commerçant, une pas filiale PME, qui est puisque vous n'êtes pas une opérateur PME. amont. Ouais, opérateur amont. Je vérifie ça de suite pendant que Cathy, ou sinon on Ouais, complétera avec dans l'envoi des slides. Si vous m'entendez bien, Ouais, Cathy, vous savez oui. peut-être, hein. Donc, si vous m'entendez bien, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises sur ce sujet, c'est bien, vos obligations se situent en évaluant votre taille de groupe. D'accord? Donc, si vous étiez par exemple une PME, mais au sein d'un groupe, vous allez avoir les obligations du groupe, même si c'est la PME qui va faire la déclaration. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, Charlotte pourra vérifier. Mais donc, vous J'y allez vais. avoir des obligations de diligence raisonnée comme un groupe. Enfin, voilà, comme une non-PME, j'allais dire. Peut-être pour compléter ce que disait Charlotte. Donc, bonjour à tous, je suis Cathy Dufour, je suis DG de l'ameublement français, qui est la fédération professionnelle des fabricants de meubles français. Et donc, sur ce sujet de la réglementation RDUE, la spécificité de notre filière, c'est que toute la chaîne de valeur de la filière bois est concernée par la réglementation, c'est-à-dire de l'arbre qu'on coupe dans la forêt jusqu'au produit, par exemple, d'ameublement qui va être mis sur le marché et distribué dans les points de vente. Deux sujets, c'est sur cette réglementation. Bien sûr, on a un devoir de vigilance sous forme d'une diligence raisonnée qui va s'appliquer à absolument toutes les tailles d'entreprise. Ça, je pense que c'est un point majeur et qui se double d'une obligation de traçabilité qui est peut-être l'enjeu majeur de cette réglementation pour le secteur. Donc, j'ai quelques slides à partager avec vous. Est-ce que vous les... Voilà, je vais les mettre en plein écran. Oui, on voit tout. Voilà, et pardon, parce que j'ai un écran qui est un peu court et donc je n'arrive pas à aller sur mon diaporama, mais je vais y être dans 2 secondes pour vous faire un écran qui soit plus... Voilà. Hop. Ici, ça devrait être mieux pour vous. Voilà. Donc, nous, on a beaucoup accompagné nos entreprises sur comment se préparer à l'application de la réglementation RDUE. Donc, ici, je vais vous montrer quelques slides très, très, très simplifiés, sachant qu'on a un guide pratique beaucoup plus important. Mais concrètement, pour une entreprise qui doit se préparer à appliquer maintenant dans moins de 4 mois la réglementation, la première des actions à faire, c'est va être d'inventorier les produits concernés. Et donc, en allant dans la liste des codes douaniers qui sont concernés, en regardant bien les exceptions, pour pouvoir faire le tri dans les produits qu'elle commercialise, qu'elle va mettre sur le marché et qui sont concernés. La deuxième grosse étape, et qui est le vrai enjeu pour nous de cette réglementation, c'est d'analyser les flux de façon à pouvoir aujourd'hui répondre à l'obligation de traçabilité de cette réglementation. Et puis le troisième point, ça va être de structurer les informations puisque elles doivent être communiquées tout au long de la chaîne de valeur. Et donc, on a un besoin de structuration des informations aussi bien dans l'entreprise qu'avec évidemment ses fournisseurs en amont, mais aussi ses clients en aval. Et puis sur cette réglementation, dans les petits points spécifiques, la période de transition et de mise en place va demander quelques exceptions notables, et donc il va y avoir un petit temps de mise en place entre le 30 décembre 2025 et probablement toute l'année 2026. Pour continuer, donc tout simplement, ce qu'on a recommandé à nos entreprises, c'est d'identifier donc leurs produits concernés en regardant les produits qu'elles commercialisent, c'est-à-dire qu'elles fabriquent elles-mêmes. Hein. Nous, on a fait toute la présentation positionnée sur notre niveau de chaîne de valeur, à savoir qu'en général, un fabricant de meubles est un opérateur aval, donc a des obligations qui sont théoriquement simplifiées, obligations qui se complexifient à partir du moment où le fabricant ou s'il est distributeur va importer des produits en dehors de l'Union européenne, où là, les obligations seront beaucoup plus larges. Donc, on identifie les produits commercialisés et donc ça, il faut checker les codes douaniers. Ensuite, sur les produits qui sont identifiés comme soumis à la réglementation, on liste là les intrants qui sont eux-mêmes soumis à RDUE. Donc là aussi, par code douanier. Et ensuite,
pour tous les entrants concernés, il va falloir collecter les informations pour s'assurer qu'on n'approvisionne que des produits évidemment conformes à la réglementation. Donc, collecter les informations de son fournisseur de rang 1, c'est simple. De son fournisseur de rang 2 ou rang 3, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est ce que nos entreprises sont en train de faire en ce moment. Le vrai point majeur de difficulté pour un opérateur aval sur cette réglementation, c'est quand il est importateur dans l'Union européenne d'un intrant, puisque là, il va devoir faire toutes les déclarations, toute la collecte d'informations, notamment sur la géolocalisation des parcelles. Et donc, je vous donne un exemple très simple. Si vous êtes fabricant de meubles et que vous avez des produits complémentaires que vous importez, ou vous êtes distributeur et que vous importez une chaise qui vient de Chine, par exemple, il va falloir donner toutes les données de géolocalisation des parcelles de bois qui sont dans le panneau de la chaise, par exemple, que vous allez importer. C'est un enjeu de pouvoir collecter ces informations. Cathy, justement, il y avait une question exactement en lien avec ce sujet d'une PME qui nous dit « Je suis une PME qui importe dans l'Union européenne des produits soumis à la réglementation. Je dois donc faire une déclaration de diligence raisonnée, même si je n'ai fait qu'importer des produits. » Particulièrement parce que j'importe des produits. En fait, les PME ont des obligations simplifiées, mais à partir du moment où elles sont un premier importateur sur le marché, elles vont avoir les obligations complètes sur le marché de l'Union européenne. Pour compléter, on pourra revenir sur ce sujet-là. La deuxième étape pour les entreprises, ça va être de pouvoir en fait associer leurs intrants sur lesquels elles ont fait leur devoir de vigilance et leur déclaration, leur analyse de diligence raisonnée, et de pouvoir faire une traçabilité du produit, puisqu'en fait, on doit, pour transmettre les informations dans la chaîne de valeur, on doit dire que sur un produit qu'on a fabriqué, donc je vais vous donner un exemple, un caisson de cuisine peut faire appel à 30 composants intégrant du bois, d'accord ? 30 composants différents qui peuvent venir de plusieurs fournisseurs. Il va falloir que quand je produis ce caisson de cuisine, je prenne toutes les données de traçabilité des intrants avec la géolocalisation, etc., qui a été portée par la déclaration de diligence raisonnée que j'ai eue en amont. Il va falloir que je l'associe dans un lot de production et il va falloir que je mette cette traçabilité, que je la suive et que je puisse la transmettre à mon client. L'enjeu pour les entreprises, ça va pouvoir être de faire cette traçabilité quand la plupart des entreprises ne fonctionnent pas sur des logiques de FIFO, first in, first out, ni dans leurs intrants, ni dans leur production de sortie, parfois quand ils stockent. Voilà. Donc, on leur a proposé des approches. Donc là, on va rentrer dans du jargon industriel. Peut-être que pour certains, ça ne dira pas grand-chose. Mais pour vous dire, ça, c'est un sujet qu'on a travaillé plus spécifiquement avec le ministère, qui était un des points de la difficulté d'application de la réglementation. On est allé sur le terrain avec le ministère au mois de mars pour leur dire on a besoin de méthodes simplifiées pour faire la traçabilité. Et grâce à cette visite terrain et des échanges avec nos homologues européens, on a pu avoir dans la FAQ des éléments qui nous permettent d'approcher l'obligation de traçabilité de façon très opérationnelle, même si, encore une fois, ça n'a pas de valeur juridique, puisque dans la réglementation RDE, les éléments de documentation qui ont été mis pour comprendre la réglementation, que ce soit la FAQ ou le guidance document de la Commission européenne, n'ont pas de valeur juridique, ce qui est quand même un point de difficulté pour l'application opérationnelle. Le troisième point de cette réglementation, on l'a dit, le premier, ça a été de déterminer les produits, de lister les intrants, de récolter les informations. Le deuxième, ça va être d'allotir pour faire de la traçabilité. Et puis le troisième enjeu, ça va être de structurer l'information pour pouvoir la transmettre au sein de la chaîne de valeur. Dans la structure d'information, il y a bien sûr la mise en place d'un système de diligence raisonnée qui peut se traduire pour certains profils d'entreprise ou même si l'entreprise est une PME, à partir du moment où elle l'importe en Union européenne, elle va avoir une obligation de diligence raisonnée complète et donc de devoir produire un rapport annuel. Ensuite, toutes ces données de déclaration de diligence raisonnée doivent être entrées dans un système d'information européen qui s'appelle TRACE. Et puis, ces diligences raisonnées qui sortent sous forme de déclaration, de numéros de DDR et de numéros de vérification sont transmis aux clients en aval ou servent également pour les douanes, soit pour l'import, soit pour l'export, puisque vous ne pouvez pas mettre un produit sur le marché au sein de l'Union européenne ou l'exporter ou l'importer si vous n'avez pas fait en amont
votre déclaration de diligence raisonnée dans le système d'information européen Trace. Voilà. Quelques éléments pour regarder la diligence raisonnée qui doit être appliquée. La première étape de collecte des informations qui correspond à l'article 9 du règlement, elle est valable pour toutes les structures et elle est plus ou moins perfectionnée selon que je suis plus ou moins en amont dans la chaîne de valeur. Si je suis fabricant de meubles et que je m'approvisionne d'intrants européens, je n'ai pas à rentrer les données de géolocalisation des parcelles de bois que j'ai utilisées. Je me contente juste de rentrer les numéros de déclaration de diligence raisonnée que j'ai reçus de mes fournisseurs en amont au sein de l'Union européenne. Et si je m'approvisionne dans des pays à risque faible, j'ai une déclaration de diligence raisonnée qui est relativement simplifiée, c'est-à-dire que je ne suis pas obligée, si j'estime que je n'ai pas de risque de contournement, de faire l'évaluation du risque et l'atténuation du risque qui est obligatoire, elle, dans les pays à risque standard ou à risque élevé, sachant que si le produit vient d'un pays à risque élevé, grosso modo, la conclusion, c'est qu'il ne sera jamais utilisé. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour être rapide peut-être sur la mise en pratique dans les entreprises. Je ne sais pas si Charlotte ou Hélène, vous vouliez que je complète quelques points. Non, c'était très clair. Merci beaucoup, Cathy. On va laisser la place aux questions pour les 5 prochaines minutes, notamment, est-ce que les palettes de transport sont concernées? Alors, la palette de transport, si elle est accessoire au produit que vous envoyez, elle n'est pas concernée. Si en revanche, vous importez uniquement des palettes de transport ou que votre métier, c'est de faire de la palette, oui, vous êtes concerné en fait. Ce que je veux dire, c'est que les produits d'emballage, si ils sont accessoires du produit, vous n'avez pas de code douanier dessus. Donc, vous n'avez pas besoin de faire la déclaration RDUE en amont. En revanche, si vous achetez un fournisseur de palettes, des palettes, lui devrait vous transmettre, en tout cas, devra avoir ces informations de données RDUE. Je ne sais pas si j'ai été claire sur la réponse. En fait, c'est lié au code douanier en fait, de votre produit. Si la palette sert à transporter le produit, elle a été concernée en amont par RDUE, mais vous n'allez pas l'intégrer dans votre déclaration à vous. Il y avait également une question, avez-vous pris un outil pour gérer la traçabilité des informations et la connectivité avec la plateforme UE? Si oui, lequel? Alors, il y a pas mal d'outils qui existent sur le marché, qu'on a analysés. Donc, moi, je représente une fédération professionnelle. Donc, nous-mêmes, on ne fait pas des déclarations. Par contre, on travaille bien avec nos entreprises sur le sujet. Très clairement, nos plus grosses entreprises, je pense par exemple les fabricants de panneaux, se sont équipés d'applications d'interface type Osapiens ou d'autres, parce qu'ils ont estimé que c'était beaucoup plus simple pour eux de mettre ça en œuvre et ça s'interface ensuite avec le système d'information européen. La plupart des PME ou des ETI qu'on peut avoir sur l'ameublement, en général, ne se sont pas équipés parce que c'est un coût non négligeable et donc essaient de le faire par leur propre système d'information. Mais encore une fois, en fait, pour pouvoir vraiment estimer l'ampleur en fait, de la data qu'ils vont devoir manipuler, il faut qu'ils récoltent la data en amont et donc notamment des déclarations de diligence raisonnée qui seront faites par le système d'information Trace. Et jusque-là, la première obligation étant au 30 décembre 2025, personne n'a encore manié des quantités de données très importantes. Donc, je pense que la mise en pratique au 31 décembre 2025 va un peu confronter à la réalité de la mise en place. Mais la plupart de nos entreprises ne sont pas passées aujourd'hui, on a plutôt des PME, par le système d'information, une application additionnelle au système d'information Trace. Et encore une fois, c'est aussi parce que ce sont des opérateurs en aval dans la chaîne de valeur qui s'approvisionnent principalement d'intrants européens. Voilà. Les distributeurs sont quasiment tous équipés de systèmes d'information autres. Voilà. Est-ce que la certification FSC peut aider à limiter les risques? Oui, elle peut aider à limiter les risques, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'exempte pas de RDUE. Et donc, vous avez des certifications spécifiques PEFC et FSC RDUE
qui ont été développés si vous voulez être parfaitement en ligne sur les obligations RDE. Est-ce que vous avez des recommandations sur qui contacter pour des questions très opérationnelles sur la mise en œuvre, que ce soit Charlotte ou Cathy, parce que cette personne nous dit que voilà, les sites et les FAQ ne répondent pas forcément à toutes les questions. J'allais dire, c'est le rôle des fédérations professionnelles. J'allais dire, n'attendez pas grand-chose du MASA ou malheureusement du CGDD qui sont chargés de l'application de la réglementation, parce que ils répondent aux obligations, aux fédérations professionnelles sur un certain nombre de questions, parce qu'évidemment, on a plein de questions d'interprétation sur cette réglementation. Donc voilà, malheureusement, à part vous dire, adressez-vous à vos fédérations professionnelles. La FAQ est pas mal faite, mais il faut bien la maîtriser. Elle fait quand même, je crois, 70 pages, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et le guidance document de la Commission européenne est pas mal fait aussi. Voilà. On a une question, une PME qui est dans le secteur de l'imprimerie, qui est spécialisée dans le packaging. Elle demande si elle a bien compris. Nous sommes donc opérateurs aval et avons des obligations en ce sens. Oui, puisque le papier est concerné. Et donc, l'imprimeur va être concerné et va devoir faire donc, des déclarations de diligence raisonnée en prenant en considération les déclarations de diligence raisonnée qu'il aura reçues de ses fournisseurs amont s'il se fournit au sein de l'Union européenne et pourra les transmettre sur l'aval. Voilà. Sachant que si vous êtes un fabricant, je dis n'importe quoi, par exemple de parfum, et que vous avez une notice en papier dans votre produit, elle n'est pas concernée par RDE. Le papier qui aura été livré par l'imprimeur le sera, mais pas la notice en papier qui est accessoire du produit. Alors, il y a une question, mais je ne suis pas sûre de comprendre, c'est si une entreprise de transport agit en tant qu'importateur. Je ne sais pas si la question est complète. C'est-à-dire si vous transportez des produits de base, c'est ça? Il faut qu'il y ait un lien avec le produit, c'est pas les services, hein. Donc, il faut que vous commercialisez ou utilisez un produit. Ouais. C'est ça votre question? Si la personne veut voilà, prendre la parole, il n'y a pas de souci. Si vous transportez du cacao vers la France, c'était ça votre question, non, vous n'êtes pas concerné. Non, c'est l'importateur du cacao qui va être concerné, mais pas le transitaire du cacao. Le client. Et est-ce qu'il y a une probabilité pour que la mise en œuvre de ce règlement soit encore décalée? Je peux donner mon avis? Oui, allez-y, Cathy. Moi, je ne crois pas à un nouveau décalage, un nouveau report, parce que d'abord, on est le 18 septembre et qu'il y a des poussées dans tous les sens sur ce sujet. Je crois en revanche à une tolérance d'application, voilà, parce que je ne suis même pas sûre qu'en France, les autorités de contrôle soient déjà en place. Donc, je pense qu'il y aura une tolérance d'application, de contrôle pédagogique au niveau des États, mais je ne crois pas fondamentalement à un report. Après, on ne sait jamais, Mais bon, voilà. Je ne sais pas ce qu'en pense Charlotte, mais... Merci Non, beaucoup, je suis pas dans le secret des dieux, hein. Il y a eu des tentatives, ils ont voté contre la liste de pays, etc. Mais en fait, ils n'avaient pas de pouvoir parce que c'était un acte d'exécution, etc. C'était mentionné aussi, je crois, dans l'accord UE-US. Mais de toute façon, les États-Unis sont un pays à risque. Donc, bon, on est à l'abri de rien. Mais pour l'instant, légalement, il n'y a pas de raison. Merci beaucoup pour vos interventions respectives. Est-ce qu'il y avait un dernier élément à ajouter en conclusion? Alors, je vois juste qu'une dernière question, peut-être pas de report, mais les produits risquent d'être bloqués en douane. Est-ce que ça peut? Ça, c'est probable, si en tout cas, ils n'ont pas de déclaration de diligence raisonnée faite dans le système d'information, théoriquement, ils ne rentrent pas ou ils ne sortent pas. Donc, oui.
Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Pour conclure cette séance, un grand merci voilà, pour toutes ces informations d'actualité. Vous aurez donc à disposition les slides et le replay. Et je souhaitais simplement vous partager des sessions également qui peuvent vous intéresser dans les semaines à venir, dont notamment une sur un regard croisé entre anticorruption et droits humains. On accueillera une représentante du groupe de travail de l'ONU au sein du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, donc le groupe de travail spécialisé entreprises et droits humains, qui viendra nous parler de la résolution qui a été adoptée en juin concernant le lien entre anticorruption et droits humains. On accueillera également Transparency International et Auchan qui nous fera un témoignage également du lien de mise en œuvre de anticorruption et droits humains. Donc ce sera le 25 septembre et on aura également voilà, un format avec notre délégué général Niels Pedersen qui sera en direct de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc ce sera également le 25 septembre. Il y aura également la journée d'échange du CGDD, justement, on en parlait le 29 septembre. Et enfin, nous allons faire 2 sessions sur la notion d'adaptation au changement climatique. Donc quand je dis 2 sessions, c'est une qui sera l'idée par le groupe de travail enjeux environnementaux et une par moi-même, donc groupe de travail droits humains. Donc les deux sont liés, c'est-à-dire que les deux se suivront. L'une sera très focus voilà, environnement, mais justement en faisant le lien entre droits humains et environnement. Et l'autre sera plutôt focus droits humains, donc enjeux de santé et sécurité au travail, Human Rights Due Diligence. On accueillera une personne de l'OIT, une personne du PNUD, et avec à chaque fois des ateliers pratiques à chaque session sur vraiment des outils concrets, sur l'identification pour s'adapter au changement climatique, et ensuite des ateliers pratiques sur les pistes d'action. Donc je vous invite à vous inscrire respectivement le 30 septembre et le 14 octobre. Pour la plupart d'entre vous, vous avez les invitations dans votre agenda. Et puis, on a enfin un atelier de sensibilisation aux ODD le 30 septembre. Et enfin, je voulais vous annoncer aussi que les ouvertures pour l'accélérateur droits humains sont officiellement ouvertes depuis la semaine dernière. On va communiquer dans les prochaines semaines. Donc, justement, pour les personnes qui sont soumises au devoir de vigilance et peut-être prochainement à la CS3D, l'accélérateur droits humains permet de travailler sur la notion de diligence raisonnable en matière de droits humains et sur les différentes étapes. On accueille différents experts à chaque séance et surtout des témoignages d'entreprises. Vous avez des sessions monde qui sont données par Shift et des sessions au niveau local qui sont animées par moi-même. Donc voilà, on va bien sûr vraiment vous partager différentes informations sur cet accélérateur droits humains. Mais voilà, d'ores et déjà, si vous souhaitez vous inscrire, vous avez la possibilité. Et enfin, avant de partir, je voulais simplement vous partager un petit sondage de satisfaction. Comme vous le savez, c'est toujours important pour nous d'avoir votre avis, donc qui s'affiche juste à l'instant sur votre écran. Donc ça prend vraiment une petite minute si vous pouvez répondre à ces 6 questions rapides. Et le temps que tout le monde réponde, je vois que Anna avait une question. Alors Anna, je vais te donner la parole, donc tu as la possibilité pour terminer d'activer ton micro. Oui. On t'entend, Anna. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, super. Oui, effectivement, j'avais une question parce que nous, en tant qu'une entreprise de logistique, on agit à la douane en tant qu'importateur. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais donc c'est pas nous qui achetons les produits, mais on les importe pour d'autres entreprises. Donc c'est un service spécifique à la douane. Est-ce que dans ce cas, on est concerné? Non, moi, je pense pas. C'est par rapport au produit, à l'achat à la matière première, etc. Donc, pour moi, non. Mais je vais vous le qualifier si vous voulez rajouter une slide ou dans le mail que t'enverras, Eline, on va le caractériser juridiquement, je peux dire, en faisant Ok, référence. super, Mais pour moi, non. super. Et j'en profite d'ailleurs, puisque j'ai pas répondu à Nathalie et qui est toujours là, de ce que j'ai regardé, et pareil, on va soit le rajouter en slide, soit en question-réponse, c'est au niveau de la filiale, c'est la filiale qui est le point d'entrée, qui a la responsabilité juridique qui est considérée comme opérateur, et donc c'est eux qui ont toutes les obligations donc de rapport. Merci beaucoup pour ces Mais éléments. pareil, Merci. je le mets de manière plus, c'est dans les FAQ, hein, Et plus effectivement, un petit rappel qualifié. aussi de Laetitia Vogel qui nous dit effectivement que le RDE reste un règlement et pas une directive et qu'il s'applique effectivement de façon harmonisée pour chacun des pays membres. Eh bien, merci à tous. Avec le petit sujet quand même des difficultés d'interprétation Tout où à fait.
on peut avoir des réponses un peu différentes d'un pays à l'autre sur des sujets d'interprétation. Mmh. Tout à fait, c'est effectivement ce qu'on est en train de voir actuellement. Donc on va voir dans les les prochains mois à venir, on refera bien sûr, hein, des sessions sur ce sujet déforestation. Il s'agissait aujourd'hui d'une introduction. Eh bien, il est 12h01, je vous laisse, les dernières personnes répondre au petit questionnaire de satisfaction qui s'affiche sur votre écran. Je vous souhaite à toutes et toutes une bonne journée et on vous enverra, les slides d'ici la fin de la semaine. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir, bonne journée. C'est bon, Eileen? Oui, j'attends que les dernières personnes répondent.